La doxa qui va être répandue dans les grands médias, on la connaît, voilà, ça va être « Oh, l'Union européenne, c'est drôlement bien ». Ça va être oh, le libéralisme, c'est la liberté, hein, ça, qu'est-ce qu'on est heureux, faut faire attention, on peut avoir trop des idées là, de faire payer les riches, tout ça, c'est communiste, c'est très très mal. Les États-Unis, ah, ils font du bien, ça c'est vraiment gentil, etc., etc. Toute la question c'est, oui, mais les gens qui ont d'autres visions et des visions opposées, est-ce qu'ils ont le moyen aussi de se faire entendre de la population? Parce que c'est ça, normalement, qui permet de faire vivre un débat pluraliste, faire vivre la démocratie. Et c'est ça qui pose de plus en plus problème. Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est de voir à quel point ces gens vraiment ne se rendent pas compte à quel point ils sont eux-mêmes dans de la désinformation en permanence. Si vous avez raison, vous n'avez pas peur de la concurrence des idées. Si votre système il marche bien, soi-disant, au contraire, écoutez, vous pourrez même vous foutre de la gueule de tous les autres en disant hey, c'est n'importe quoi ce que tu proposes. Si vous ne le faites pas, c'est bien que votre système est en décrépitude. Le jour où ils ont pris les fonds du Fonds européen pour la paix pour faire la guerre, moi, je me suis dit, là alors, Orwell, vraiment, on pense à toi hein, quand même. Vous voyez qu'ils n'en avaient rien à faire des Syriens, parce que sinon, ils continueraient. Sinon, aujourd'hui, on en parlerait encore, on essaierait de faire d'autres choses contre Bachar al-Assad si vraiment le sort des Syriens nous intéressait. Si le sort des Afghans nous intéressait, il serait peut-être d'autres choses que d'avoir remis les talibans avec les talibans. Ce sera pareil les Ukrainiens. Vous verrez que dans 10 ans, je ne sais pas si quelqu'un regarde cette vidéo-là, il se dira tiens, ah oui, c'est avec l'Ukraine, c'est passé des trucs à l'époque, ouais, c'était plus. Et puis ils s'en foutent royalement. Sinon, en fait, si vraiment vous êtes humaniste, votre premier réflexe, c'est de dire comment on arrête la guerre demain, quoi. On a la possibilité d'arrêter le conflit en quoi 48 heures à peu près, une semaine avec Israël. Ah bah vous faites un embargo immédiat sur tout. Comment? Super simple. Vous prenez tous les papiers depuis 2022 qui ont été signés par l'Union européenne. Quand il y a marqué Russie, vous barrez, vous mettez Israël. Il faut faire très attention parce que l'israélisation des forces de police et des forces de sécurité, voire des gouvernements chez nous prépare, nous, citoyens, à être les futurs Palestiniens dans notre pays. Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Merci de votre invitation. Alors, avant de commencer, je rappelle à nos auditeurs que nous avons réalisé une première masterclass sur l'histoire de l'Ukraine avec le journaliste Pierre Laurin. Vous pouvez la commander sur notre site internet en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail. Voilà, alors maintenant, Olivier Berruyer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Eh bien, Olivier Berruyer, je suis actuaire de formation, qui est un métier qui consiste à essayer, via des outils statistiques, de gérer les risques à long terme, souvent dans les secteurs assurantiels ou financiers. Et donc, j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, avant de me tourner vers un changement de carrière professionnelle pour me lancer dans le journalisme. Et donc je suis cofondateur du média Élucide, qui a maintenant 3 ans d'existence pratiquement, et qui a réussi un peu à s'installer dans le paysage médiatique français alternatif. Et alors parlez-nous un peu d'Élucide finalement, comment est née l'idée de créer ce média, et puis voilà, comment ça s'est passé au départ Bon, je dirais que l'idée est venue surtout en regardant ce qu'on avait comme média, de voir leur, forme de décrépitude peut-être, éthique, avec une transformation de plus en plus marquée vers des médias de propagande, je dirais, avec une tolérance de plus en plus faible à toute forme de pensée qui ne serait pas en phase avec la doxa générale, des attaques à la liberté d'expression assez régulières, une volonté d'imposer une vision, ce qui finalement, en tout cas je considère que n'est pas normalement le rôle d'un journaliste, mais plutôt d'essayer d'éclairer, de faire comprendre la complexité des choses, la complexité du monde. Et évidemment, ce mouvement a été amplifié en grande partie par le fait que quelques milliardaires ont vraiment mis la main sur maintenant quasiment l'ensemble du paysage médiatique français, en particulier évidemment le fameux Bolloré, mais les autres aussi,
Et en plus, on voit que c'est une espèce de maladie de lèpre qui se répand, parce que non seulement il y avait un ou deux médias comme ça, puis maintenant c'est plus de médias, puis avant c'était la télé, puis ah bah tiens, je prends aussi de la radio, et puis ah bah tiens, maintenant je crée des médias news, et puis ah bah tiens, si j'achetais aussi des maisons d'édition, bah ouais, bien sûr, hein, putain, puis si j'achetais aussi les relais là pour vendre maintenant tout ça, mais le truc c'est quand même un truc surréaliste quand même d'autoriser ça. Et pourquoi vous pensez qu'ils achètent tous ces médias? C'est pour de l'influence? C'est pour... C'est parce qu'ils ont à cœur une bonne qualité d'information du public. Ça me paraît quand même assez évident. Qui vraiment pourrait en douter, hein. Parce qu'il y a eu plusieurs phases. Je dirais le phénomène un peu classique, historique, problématique, mais relativement limité. Originellement, c'était surtout pour acquérir de l'influence, pour se mettre bien avec le personnel politique en particulier, avec le gouvernement, parce que justement, on avait du business aussi avec le gouvernement. Dassault, tiens, il fait des avions pour l'État, puis tiens, il achète le Figaro. Ça, ces choses sont bien faites. Donc je dirais qu'il y avait une forme presque de corruption douce là-dedans. Mais le but, c'était finalement de faire du business et gagner de l'argent. Alors donc c'est critiquable sur plein de raisons, mais c'était encore limité comme problème. Et clairement, dans le tournant des années autour de 2010, je dirais, là on peut commencer à dater, le fait que ils ont compris aussi que c'était des médias d'influence, et quelques-uns ont vraiment décidé d'acheter le média, non plus juste pour gagner de l'argent, mais pour influencer la société, la population, pour manipuler finalement d'une façon ou d'une autre les choix politiques des gens, parce que après tout, comment on fait des choix politiques, surtout à un moment où la société devient de plus en plus éclatée, où les gens se parlent de moins en moins, où c'est métro boulot dodo, où c'est je vois plus trop les amis, j'ai pas le temps, je bosse aussi chez moi avec les smartphones, tout ça, eh bien, il va me rester surtout des médias finalement pour m'informer, parce que je vais plus pouvoir discuter avec 10 personnes, confronter les points de vue, au bistrot, on en rigole, mais au moins, tiens, quand même, on voyait des gens différents pour discuter. Là maintenant, on est vraiment passif, on écoute cette espèce de petite boîte qu'on a à la maison, et c'est vrai que c'est un outil idéal finalement si on veut forger et faire changer d'opinion politique les gens, parce que dans ce cas-là, ces opinions, il va bien falloir que, certes basées sur un certain groupement de valeurs qu'on a, qui nous constitue, mais enfin j'ai besoin aussi de savoir ce qui se passe dans le monde, et si je décide de mettre le zoom sur tel ou tel problème, eh bien ça va me forger une réalité qui n'est pas forcément alternative, mais déjà, ne serait-ce qu'en mettant un coup de projecteur sur une seule chose, eh bien, on peut mettre ce sujet à l'ordre du jour de la population. Alors ça peut être, peu importe, n'importe quoi. Si je vous parle d'immigration toute la journée, c'est-à-dire il y a un problème d'immigration. Mais par contre, je ne vais jamais vous montrer toute la journée, tiens, des ouvriers qui meurent au travail. Mais il y en a quand même régulièrement dans l'année. Alors, 1, 2, 3, si je faisais 15 reportages sur ça, 15e, vous allez dire, il y a quand même un vrai problème quand même sur la sécurité des ouvriers. Là, on n'en parle pas, donc ça n'existe pas. Donc, vous voyez, sans même déjà chercher à manipuler l'information, rien que choisir l'information, c'est déjà un axe de propagande. Et pour en venir à votre question, oui, effectivement, les milliardaires sont devenus de plus en plus intéressés par prendre une espèce de contrôle aussi plus ou moins direct, mais politique de la population. Mais c'est quelque chose aussi de fréquent dans d'autres pays. Enfin, les oligarques dans les pays de l'Est aussi ont fréquemment eu ce genre de velléité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des oligarques autant en Russie qu'en France ou aux États-Unis, quoi. Oui, bien sûr. Mais en France, vous ne les appellerez jamais oligarques parce que on ne sait pas. Mais oui, c'est quand même bien la même chose. C'est ce deux poids, deux mesures. Oui, ça c'est un classique en fait, effectivement, et qui est très... Et l'intérêt de bien posséder les médias, c'est qu'on va être sûr que ça, c'est le genre de questions qu'on ne va pas entendre dans les grands médias en général, quand même. Et vous parliez de doxa, de défense de la doxa de la part de ces médias dominants. Qu'est-ce que vous entendez par doxa, concrètement? Une forme de pensée unique. Je pense que quiconque a regardé des médias au cours des dernières années voit quand même normalement à peu près de quoi je fais allusion. Alors, il n'y a pas forcément de nouveautés intrinsèques sur le sujet. Les grands médias ont toujours eu un peu cette fonction-là.
qui est une fonction qui parfois est aussi naturelle. Quand vous demandez à des journalistes qui travaillent dans ces médias, souvent ils vous disent moi, « je suis parfaitement libre de dire ce que je veux ». Et ce qui est vrai, c'est ce qui fait la force finalement de cette propagande. C'est que vous ne pourriez pas l'imposer. Il n'y a pas beaucoup, contrairement à ce qu'on a envie de penser, de gens qui sont des espèces de personnes sans foi ni loi. Vous leur donnez un petit bifton et puis un jour ils vous diront blanc, un jour ils vous diront noir. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas forcément le modèle d'ailleurs qui marche. Pour qu'il marche bien, il faut que les gens ils soient vraiment convaincus. Et comment ça marche? Tout simplement, oui, c'est sûr, vous n'allez pas forcer un journaliste, un éditocrate, vous n'allez pas lui dire « Attention, hein, tu dis bien du mal de Mélenchon cette semaine ». Vous allez juste embaucher quelqu'un qui n'aime pas Mélenchon à la base. Et puis vous n'avez plus besoin de lui dire. Pour cet exemple, parce qu'il est caricatural. Ou pour la Russie d'ailleurs, c'est pareil. Mais sur n'importe quoi, en fait. C'est par votre sélection de certaines personnes en fonction de ce qu'elles pensent que vous allez créer votre appareil de propagande par des gens qui sont parfaitement sincères, honnêtes et qui feront part de leurs convictions à l'antenne. Mais toute la question, c'est, oui, mais les gens qui ont d'autres visions et des visions opposées, est-ce qu'ils ont le moyen aussi de se faire entendre de la population? Parce que c'est ça, normalement, qui permet de faire vivre un débat pluraliste, de faire vivre la démocratie. Et c'est ça qui pose de plus en plus problème. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, pour les gens les plus âgés qui vont nous écouter, cette fois, je me dis qu'un jeune qui a 20 ans, qui a 22 ans, qui a 23 ans, est-ce qu'il peut imaginer une époque où on pouvait avoir quand même des vrais débats profonds avec... C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui. Hein. Non, mais ça semble complètement surréaliste. Rappelez-vous les débats de Maastricht, tiens, à l'époque, ça date, certes, de 92. Mais enfin, il y avait des gens qui venaient vous dire « Non, l'Union européenne, c'est pas bien, ça marche pas, il ne faut pas faire ça, il y a la souveraineté française, il y a la démocratie française. » Et c'était dur, et c'était passionné. Mais on l'entendait, on se faisait son opinion, on était pour, on était contre, on entendait ça à la télé. Aujourd'hui, ces gens-là, des Philippe Séguin, des Pasqua, des Chevènement à gauche, ont complètement disparu. En tout cas, leur vision est complètement inaudible dans le paysage, en tout cas français, mais j'imagine que c'est sans doute aussi pareil en Suisse. Et comment vous expliquez cette radicalisation, d'une certaine manière, du discours dominant? C'est quoi? C'est l'émergence des réseaux sociaux qui crée finalement une caisse de résonance à des voix différentes? C'est une bonne question. Alors c'est vrai que l'émergence des réseaux sociaux, c'est une chose, parce qu'en fait les médias ont perdu le monopole de la propagande. Ça c'est difficile. Ils vous expliquent qu'ils n'en font jamais, mais tout d'un coup, tiens, quand ils voient une autre propagande en face, ils ont bien vu que finalement l'information elle n'est pas toujours neutre, on peut chercher à influencer les gens, parce que bien sûr ils ne font jamais. Mais, tiens, l'autre salaud, lui, il le fait. Donc oui, ça a déjà mis les médias un peu en porte-à-faux sur ce point-là. Le deuxième point, mais qui est aussi un corollaire finalement d'Internet et des changements de consommation, c'est que la télé aujourd'hui, ça sert quand même essentiellement à animer la salle d'attente du dentiste pour les jeunes et les EHPAD pour les vieux, quoi. C'est plutôt ça. Donc vous avez des sondages intéressants qui montrent que l'âge médian de certaines chaînes ou de certaines émissions de télé, c'est 60 ans. C'est 60 ans. Waouh! Et aujourd'hui, voilà, quels sont les jeunes qui regardent vraiment une vraie chaîne de télé au sens classique, comme je le faisais moi quand j'étais jeune? Il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est YouTube, c'est TikTok, c'est je ne sais quoi encore. Donc, deuxième problème, quoi. Les médias se rendent compte qu'ils perdent pied, que chaque année, il y a de moins en moins de gens qui regardent, hein, forcément. Ils nous quittent. Et que donc leur modèle économique est de plus en plus en difficulté. Donc ça, c'est je pense, des grosses raisons de ce comportement-là. Après, c'est pas le seul. Je dirais si vous regardez un peu la doxa, tiens d'ailleurs tout à l'heure j'ai répondu peut-être un peu vite, mais enfin la doxa qui va être répondue dans les grands médias, on la connaît. Voilà, ça va être l'Union européenne, c'est drôlement bien. Ça va être le libéralisme, c'est la liberté. Hein, ça, qu'est-ce qu'on est heureux. Faut faire attention, on peut avoir trop des idées là, de faire payer les riches, tout ça, c'est communiste, c'est très très mal.
Les États-Unis, ils veulent du bien, ça c'est vraiment gentil, etc., etc. Et le problème, c'est une doxa qui, cela n'est pas nouvelle, elle avait même augmenté dans les années 90-2000. Ce qui est sûr, c'est que dans les années 2010 et maintenant 2020, c'est en train de se prendre le mur de la réalité, mais alors en pleine face. Et donc, ça devient difficile pour les médias. Regardez, en tout cas chez nous, en France, ils nous ont vendu Macron depuis 2017. Ah, ouais, c'est trop bien, trop cool, là, le centre, c'est équilibré, c'est machin. Et puis, ça a commencé par, tiens, mais il fait quand même tirer avec des armes de guerre sur les gilets jaunes, ça les éborgne, c'est quand même moyen, hein, comme démocratie, mais bon, c'est pas très grave, il était un peu énervé, le petit Emmanuel. Et puis là, il y a les élections, c'est, flûte alors, il m'expliquait là que non, finalement, le groupe qui arrive en tête, on ne va pas essayer de lui constituer une majorité. Et puis, bon, ok, il a dit que le RN, c'était mal, mais maintenant, il négocie avec Marine Le Pen, le gouvernement. Donc, tiens, c'est étonnant. Donc, ils se disent, petit truc, ça devient quand même un petit peu difficile à pouvoir être défendu auprès des auditeurs dont le QI est quand même supérieur à celui de la température extérieure quand même. Donc c'est ça, un vrai problème pour eux. Et en même temps, ils traitent tous les médias en ligne de propagateurs de fake news et de théories du complot. Oui, c'était surtout en 2016-2017, quoi. Ça a été un peu leur grand moment, ça, après l'élection de Trump. Le problème, c'est que ça s'est... en tout cas, bon, pour répondre à ça, c'est largement décrédibilisé aujourd'hui. La plupart des gens, ils ont compris que c'est souvent très manipulatoire pour empêcher de discuter justement ces opinions qui les dérangent beaucoup. Donc on va essayer de dire machin, complotiste, machin. Comme en plus ils ont perdu toute crédibilité depuis 4-5 ans maintenant, vraiment ça marche plus beaucoup. C'est quelque chose qui a fait, je pense, un peu son temps. Ceci étant, il n'en demeure pas moins vrai que, comment le dire, il y a aussi quelque chose qui n'est pas forcément faux derrière. Je ne vais pas dire que ça existe tel quel complotiste, il faut voir ce qu'on met derrière si vous voulez, mais je dirais Internet, c'est pas que des gens qui veulent votre bien, quoi. Il y a aussi, tout comme il y a des milliardaires qui veulent vous manipuler, il y a aussi des gens qui ne sont pas milliardaires et qui veulent vous manipuler. Je veux dire, il y a plein de bénévoles pour la manipulation. Il ne faut pas croire qu'il faut vraiment être milliardaire pour avoir envie de manipuler son voisin. Soit pour faire son petit business déjà, soit même, là encore, pour le faire bénévolement, mais juste parce qu'on a un gros ego, qu'on a envie de se donner de l'importance. Donc, voilà, il faut faire attention. Mais ça, bon, vous avez des exemples de ça Bon, les gens je pense auront des noms qui leur viendront en tête, mais non, je veux juste dire, voilà, il faut faire attention. Internet c'est super, il y a des choses extraordinaires dessus. Il y a aussi des choses qui sont encore largement pires que sur des médias mainstream. Donc il faut faire son marché, quoi. Mais après tout, c'est comme dans la vie, c'est comme dans ses amis, c'est comme dans plein de choses. Il faut faire attention où on s'informe. Il faut regarder si on a des gens qui sont quand même pas là pour vous manipuler, pour essayer de vous mettre quelque chose dans la tête. Il faut essayer de voir quand est-ce que c'est de l'information, quand est-ce que c'est de la propagande. Il faut essayer de voir si on a des médias honnêtes, des gens vous dire oui, on s'est trompé, on est allé trop loin, ce genre de choses qui peuvent vous donner confiance. Et puis voir si surtout au fil du temps, ce qu'on vous raconte c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. Voilà, mais bon, c'est des conseils, je dirais, de prudence alimentaire. Il ne faut pas croire qu'il y a la vérité à un seul endroit. Je dis, lisez Lucide, vous verrez, c'est bien, mais lisez autre chose aussi qui est lucide. Faites-vous votre propre antithèse, opinion, par exemple. Lisez Antithèse, regardez, il y a plein de choses, quoi. Mais en tout cas, ce qui est aussi encourageant, c'est voir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts aussi à soutenir ces médias, à payer pour nous permettre de vivre, parce que c'est pas naturel de s'informer. Il n'y a pas de raison que ça vous tombe tout cuit. Enfin, je sais pas. C'était l'habitude jusqu'à présent, quand même. Oui, mais faut quand même réfléchir 2 secondes. Est-ce que c'est normal d'arriver chez soi, de tourner la télé, d'avoir un milliardaire qui vous a payé pour que vous ayez de l'information? Vous vous dites pas quand même, il y a un problème. Pourquoi ce type il dépense son argent pour soi-disant m'informer? Je veux dire, c'est Mère Teresa, c'est quoi? C'est un philanthrope. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, c'est ça, il y en a plein des philanthropes, en fait. Mais
Si vous considérez que l'information c'est important, et moi je pense que c'est important pour plein de raisons, que ce soit pour des raisons je dirais de principe, pour des raisons de vivre dans un système démocratique, pour aussi ses propres intérêts, pour comprendre ce qui se vote, ce qui se décide, ça a aussi des impacts sur votre travail, sur votre condition de vie, sur vos revenus, sur l'avenir de vos enfants, etc. etc. Eh bien, s'informer, et normalement, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas raisonnablement mais payant. Pourquoi ce serait gratuit? Est-ce que, je m'amuse parfois à prendre cet exemple qui m'était venu, pourquoi c'est gratuit l'information et comment ça marche? Bon, certes, les milliardaires, il a mis un peu d'argent dedans, mais enfin, c'est quand même pas le milliardaire non plus qui fait payer, qui fait tourner tout le média, c'est de la publicité. Donc en fait, ce truc-là, c'est on essaye d'échanger de l'information contre le fait, comme disait très bien l'ancien patron de TF1, contre du temps de cerveau disponible, quoi. On veut que vous soyez là, que vous écoutiez bien l'écran, vous avez bien la pub. Et TF1, ou je ne sais quel média suisse privé, c'est pas un média, quoi. C'est un vendeur de publicité. Une entreprise, son métier se caractérise par comment elle gagne de l'argent. Bon, quand vous regardez la télé, l'entreprise ne gagne pas d'argent. Une grosse coupe, parce que ça, c'est... regarde, quand vous payez un journal, bah oui, le journal, il gagne de l'argent, donc c'est bien vous le client, mais quand c'est de la télévision, c'est pas vous le client, c'est le publicitaire. Et donc le but, c'est simplement d'avoir quelque chose qui va permettre de vous capter votre attention. Vous allez écouter les pubs, et puis c'est bon, mission remplie. Puis quand même, on vous donne une petite récompense. Tiens, tu veux pas un film ou tu veux pas de l'information. C'est ça le modèle. C'est donc la publicité qui vous paye l'information. Mais si on réfléchit, on pourrait imaginer autre chose. Pour le publicitaire, bon, il a ce truc-là, ça marche bien. Et on pourrait imaginer d'autres façons de vous prendre votre attention et de pouvoir lui vendre sa soupe. Et je me suis dit, pourquoi il n'y aurait pas des restaurants gratuits? Pareil. Imaginez, vous avez un restaurant, vous allez tout seul au restaurant, c'est gratuit, vous pouvez manger, mais vous êtes devant une télé qui vous passe des pubs pendant que vous mangez, en fait. Et puis c'est gratuit. C'est Black Mirror. À payer le truc. Donc, ce serait rigolo si on réfléchit 2 petites secondes à ce truc-là. Pourquoi je vous dis ça? Mais réfléchissez à ce business-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment ça marcherait si je faisais ça? Alors, on pourrait se dire, on va vous donner un repas. Alors, est-ce que le repas, ça va être du Paul Bocuse 5 étoiles? Non, quand même, ça coûte cher, quoi. On ne va pas arriver à rentabiliser. D'accord, ça coûte trop cher. Alors, par contre, est-ce que ça va être un petit truc, là, à 2 € le repas, façon cantine scolaire? Non, vous n'allez pas venir si je fais ça, même si c'est gratuit, mais c'est dégueulasse, quoi. Donc, non. Donc, il faut que j'arrive à trouver un truc où que ce ne soit pas trop cher. Il faut que vous aimiez ça. Donc vous puissiez revenir. Donc finalement, on voit assez bien. Je vais vous faire quoi? Je vais vous faire de l'hamburger très bas de gamme, bien gras, avec des frites. Et puis après, je vous ferai un petit dessert avec plein de chantilly, plein de trucs comme ça. Si je fais un truc comme ça, réfléchissez 2 minutes, est-ce que ça marcherait? Ouais, peut-être. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez être content? Oui, vous allez être plutôt content. Vous êtes content, j'ai mangé des frites, du coca, plein de choses, super. Alors, au final, on va dire, mais... super ce système, alors il se passerait quoi? Vous voyez bien ce qui va se passer, c'est bien, vous allez mourir à 50 ans en fait. C'est pas si avec le vaccin ça, on vous offre un burger, vous faites vacciner. Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous voulez, mais vous voyez, ce que je veux dire, l'idée, c'est de vous attraper comme ça, c'est de vous donner quelque chose que vous allez apprécier sur le moment, mais ce n'est pas forcément le truc qui est vraiment très très bien pour vous à long terme. Si je reviens sur l'information, on sait bien ce qu'il faut. Je vais essayer de vous passer des trucs ou je vais vous ferrer votre attention. Alors avant, c'était la télé Berlusconi, je mettais quelques filles à poil, ça marchait bien, tout ça. Alors déjà à l'époque, on dit oh là là, c'est n'importe quoi, c'est très très grave. Mais on se rend compte qu'il y a des choses qui vont être encore plus graves que ça. C'est de vous faire du fait divers toute la journée, c'est d'aller chercher finalement vos pulsions, pas forcément les plus sympathiques, pour vous attirer là-dedans en fait. Et c'est là où on voit que c'est important de sortir de ce système-là pour reprendre la main, pour reprendre le contrôle finalement sur votre information et donc autrement dit aussi sur votre liberté de pensée, d'opinion et sur votre vie. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? Parce que quand on voit les tendances de consommation, les gens, la manière qu'ils ont d'être sur les réseaux, cette manière un peu compulsive comme ça, est-ce que c'est pas déjà perdu? Oh, c'est jamais trop tard, de toute façon, si on se dit ça. Vous savez, moi, je pense aussi que... il y a d'ailleurs des théories assez intéressantes dans les États-Unis, en particulier les psychologues qui ont créé les histoires de génération X, Y, tout ça. Ils ont des visions assez cycliques, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils nomment les générations. Ils ne se contentent pas de donner un nom de génération, mais pour eux, ils ont un modèle de cycle
que je trouve, avec des limites, je ne vous dis pas, c'est absolument machin, mais c'est assez intéressant de voir que il peut y avoir certaines tendances qui font que les générations se construisent un peu les unes par rapport aux autres, en opposition par rapport aux autres, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, à force de s'opposer à s'opposer à s'opposer, vous allez retrouver des modèles qui se répètent. Je m'explique, dans leur modèle, ils ont fait ça d'ailleurs sur plusieurs siècles dans l'histoire américaine, mais si je prends juste l'histoire du dernier cycle, vous pouvez imaginer que vous allez avoir des gens dans les années 30, ils font n'importe quoi, ils gèrent mal, ils laissent les choses dériver, ils ne contrôlent pas la finance, il y a le krach de 29, je gère mal la suite, etc., etc. Donc une génération un peu couillon, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Tout ça, à force de faire n'importe quoi, ça se finit par un petit truc qui s'appelle la guerre un jour. Et puis, il faut aller au combat. Donc, la génération, un petit jeune de 18 ans, il dit, tiens, tu comptais sortir avec Cindy au cinéma ce week-end ? Non, il y a un truc super en Normandie, tu vas voir, tu vas aller sur les plages. C'est pas très cool quand tu arrives, mais il va se passer des trucs. Et donc, vous voyez, vous avez une génération qui s'en prend plein la gueule à cause de la génération précédente qui a mal géré. Donc, une génération, je ne sais plus quoi ils s'appellent, les héros, des choses comme ça. Donc, vous avez toujours des héros. Pendant une vingtaine d'années, vous avez des héros comme ça, les 40 et 60. Et puis, après, il y a les fils des héros. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, les fils des gens qui ont débarqué en Normandie, tiens, c'est un peu la génération de 68 en fait, quand vous regardez. Les gens commencent à se dire, oui, mais bon, tu nous embêtes un peu avec l'histoire de guerre. Regarde, c'est fini, il n'y a plus de guerre. Là. C'est sûr que généralement, quand on fait une guerre, on n'en fait pas une deuxième tout de suite après. C'est cool un certain temps. Donc, pour un certain temps, vous avez l'impression que la guerre, c'est vieux, que c'est oh là là. Et donc, on a envie de vivre, on a envie de liberté, on a envie de faire ce genre de choses. Vous voyez, donc, vous allez avoir une génération qui va vouloir déréguler, la liberté, etc., etc. Et puis, vous voyez, la génération suivante, pareil, qui commence à dire, les problèmes ont maintenant 70 ans, pourquoi on nous embête avec des règles sur la diplomatie, sur la régulation financière, sur les trucs, alors qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'il ne se passe jamais rien. Et vous en arrivez à avoir une génération qui fait n'importe quoi. Et le cycle recommence, parce qu'à force de faire n'importe quoi, vous allez retrouver de nouveau des problèmes économiques monstrueux, des guerres. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc je vous dis, ça, je ne vous dis pas que c'est un modèle, que tout est comme ça. Faut prendre ça avec recul, mais ce n'est pas stupide non plus. Donc quand vous dites, est-ce que, ça y est, c'est mort, c'est fini, et de toute façon, je vous rassure, on pouvait lire ça aussi dans la Grèce antique. Là, on voit bien à l'époque de Platon, vous expliquez aussi que c'était foutu, les jeunes, là, c'est n'importe quoi, c'était pas comme nous, les ancêtres. Donc il y a ce phénomène-là qui fait que, quand on regarde, on a l'impression, on se dit c'est foutu, machin. Peut-être à court terme, oui. Il va se passer quelque chose en faisant ça. Vous voyez, on ne peut pas juste dire, tiens, les gens vont faire n'importe quoi, et puis, oh là là, ça va continuer pendant 50 ans. Non, parce que quand on fait n'importe quoi, au bout d'un certain temps, il se passe quelque chose qui s'appelle une crise. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas vous dire si c'est une crise économique dantesque, si ça va être un conflit encore beaucoup plus avancé que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il va se passer un moment grave, en fait. Et c'est ce moment grave qui va entraîner lui-même des conséquences. Et si ça devient grave, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont commencer à se dire que finalement, il n'y a pas que de TikTok dans la vie, qu'il faut peut-être bien s'informer, comprendre ce qui se passe. Parce que là, on est en train de parler... Et il y a déjà eu ça, hein. Moi, j'ai vu... c'était assez intéressant. Cet été, j'ai pris un stagiaire, donc je discutais avec quelques candidats stagiaires et compagnie, différentes choses. Et puis, j'ai vu que certains commençaient à s'inquiéter. Et que, en tout cas, les stagiaires hommes, les plaines d'Ukraine, quand Macron dit « je vais envoyer des gens là-bas », c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et c'est rigolo, parce que comme ils étaient assez... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, de toute façon, le type, là, ça dépend, c'est dit ça le lundi, des contrats le mardi, bon, c'est Macron capable de tout, certes, mais bon, il faut peut-être prendre ça avec un peu de recul, mais c'est sûr que le petit jeune de 20 ans, lui, il n'a pas pris ça avec beaucoup de recul, et je lui en veux pas, parce qu'il est beaucoup plus concerné que moi, et ça leur a tilté. Tiens, c'est rigolo, ce truc-là, ça les a vraiment marqués assez fortement, et je répète, tu as raison. Vous pensez que c'est possible que Macron envoie des hommes en Ukraine ? Ah oui, mais Macron est capable de tout, ça, je veux dire, c'est bien possible. Mais sur la partie génération, vous voyez, les générations ne sont pas perdues non plus. Pour avoir des modes de vie, on va se dire, je m'en fous de tout, les politiques, ils sont nuls, et ça, je ne veux pas dire le contraire. Enfin bon, en attendant, la politique, ça reste quelque chose d'important pour la vie en commun. Et donc, quand vous avez des crises, eh bien, vous avez des changements assez lourds de comportement et qui sont à ce moment-là, hélas, parce qu'on est dans la crise, mais qui sont plutôt positifs et qui permettent de comprendre, d'avoir plus de gens qui vont faire de la politique et dans l'intérêt général et non pas dans l'intérêt juste des multinationales, des gens qui vont penser, qui vont faire de la philosophie, qui vont faire de la science politique, etc., etc., etc.
J'aurais pu faire mon intéressant, faire une jolie citation, mais hélas, je ne l'ai pas révisé, donc je vais être un peu bête. Mais je ne sais plus quel est ce penseur, je pense arabe, qui disait quelque chose comme, vous savez, les temps, j'espère que vous le mettrez en commentaire. Oui, on mettra quelque chose quelque part. C'est dans le résumé de la vidéo. Les périodes fastes, finalement, font des gens un peu mous, et c'est les périodes de crise qui vous font des gens assez forts, quoi. Et pour en revenir à l'information, vous avez parlé de la nécessité de bien distinguer entre la propagande et l'information. Alors ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'une bonne information. Justement pour les jeunes qui sont un peu perdus, un peu dans une situation anxiogène par rapport à toutes les nouvelles qui leur arrivent dans le monde, concrètement, comment procéder pour bien s'informer ? Il faut aussi bien percevoir ce que va être la différence entre une propagande et une information. C'est quoi l'information? C'est quoi la propagande? Du côté de l'information, c'est vrai que j'aime bien dire, pour moi, l'information, c'est finalement un fait qui dérange quelqu'un. En tout cas, c'est ma vision. C'est un fait où quelqu'un doit avoir un intérêt à ce que vous n'en parliez pas. Pour moi, c'est ça une vraie information. Quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de faits qui sont dans cette définition-là, mais pour moi, le reste, c'est du divertissement, quoi. Et je dis divertissement au sens très large. Alors, évidemment qu'un match de foot, c'est du divertissement, mais un accident de train en Inde, hélas, pour le drame, bon, c'est pas cette information, parce que ça vous manquerait, quel est le problème en fait? Je t'ai diverti en racontant ça. Le fait divers, le facteur qui a mordu le chien hier, voilà, ce genre de nouvelles, ou le contraire, évidemment. Mais si vous regardez dans ce que vous écoutez, dans ce que vous entendez, vous dites, mais finalement, si je n'avais pas eu cette information-là, est-ce que ça aurait vraiment changé beaucoup de choses dans ma compréhension du monde, dans la vie? Souvent, c'est parfaitement dispensable, et c'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de personnes s'en dispensent. Donc, c'est pas... Quand vous écoutez Élise Lucet, vous voyez des informations. Là, vous avez bien compris que, ah ouais, ça, quand même, son fameux reportage là, sur Free, par exemple, au Maroc, là, qu'elle avait fait il y a quelques années, qui avait eu plein de problèmes. C'est sûr que vous n'allez pas voir beaucoup de reportages dans le monde sur ça, pour ces propriétaires du monde. Donc voilà, déjà, il faut bien voir l'importance de l'information. Sur Lucide, on avait beaucoup réfléchi à notre baseline, qui est demain ce qu'on prend aujourd'hui. Ouais, ça veut vraiment dire, quand même, si j'essaie de vous prendre un petit peu de votre temps disponible, l'idée c'est que ça serve à quelque chose, quoi. Et si possible, évidemment, une bonne compréhension de ce qui va pouvoir arriver demain. Voilà, donc c'est sur la partie information. Sur la partie propagande, déjà, contrairement à ce qu'on entend souvent, il faut quand même aussi avoir à l'esprit que la propagande est très répandue, mais que la propagande, c'est pas forcément faux. C'est souvent manipulatoire, mais c'est pas forcément faux. Les gens, parfois, voient ça comme un mensonge. C'est vous dire, c'est un mensonge, donc je prends, je jette à la poubelle. Attention, des fois, c'était vrai. C'était difformé, machin, mais c'est pas forcément faux. Demi-vérité. Oui, ça peut être des demi-vérités, ça peut être des trucs où je vous ai caché une partie des choses. Mais plus largement aussi, la différence entre en tout cas, quand on essaie de faire de l'information et pas de la propagande, je pense qu'il y a une vraie question d'intentionnalité. Si je vous livre cette information-là, c'est quoi mon but? Et je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'énervait, et c'est une des causes aussi pour lesquelles j'ai voulu faire Élucide. Je ne suis pas là pour faire du bourrage de crâne, quoi. Je ne suis pas là pour vous faire changer d'avis. Je ne suis pas là pour... le pire, c'est que vous votiez machin. Je ne suis pas là pour que... Non, tu ne dois pas penser ça, c'est mal. Pour moi, ça, c'est de la propagande. C'est-à-dire que, évidemment, étymologiquement, vous voulez propager une idée, vous voulez que l'autre personne ait ça dans sa tête. Être défenseur du bien ou de la vérité. Oui, alors ça c'est évidemment, ça c'est le propagandiste messianique. Là vous allez... américain, disons. Vous allez, oui, il y a des Français qui font ça très très bien aussi. Hein. Mais oui, ce que je veux dire, de l'information, c'est, je vous passe un fait, je considère qu'il est important, c'est pour ça que je vous en parle, et je vous en parle avec mes biais. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est machin. De toute façon, tout choix d'une information, c'est déjà un biais. C'est déjà aussi une forme où je ne vous ai pas parlé du reste. Hélas, et pourtant, il s'est passé plein de choses hier. Malgré tout, je pense que ça c'est utile à ce que vous ayez ça en tête. Mais pour moi, une fois que je vous ai donné ça, c'est basta, j'ai fini mon travail, quoi. Je ne suis pas là. Je considère que vous êtes un être intelligent. À vous de voir si ça ne vous intéresse pas. Puis si je vous passe 30 informations qui ne vous intéressent pas, vous allez arrêter de venir me voir. Ok, c'est normal, c'est le jeu. Mais je ne suis pas là pour vous faire
changer d'avis. Alors bien sûr, si je ne veux pas non plus vous dire, je sais pas, j'ai des opinions, je pense que ça c'est important si je vous en parle. Mais bon, si vous ne pensez pas comme moi, c'est pas très grave. Et après tout, peut-être que vous avez raison et que j'ai tort. C'est quelque chose aussi qu'il faut toujours avoir. Je suis très chomskyiste, moi, dans l'âme. Donc il faut toujours penser que aussi, comme disait Bertrand Russell, voilà, enfin, on peut. Russell avait une phrase assez drôle qui disait « Moi, je ne mourrai jamais pour mes idées, parce que je ne suis pas sûr du tout d'avoir raison. » C'est rigolo, on voit la pirouette de ce grand penseur, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, ça dit quelque chose, quoi. Oui, c'est qu'on peut avoir tort. Peut-être que tout ce que je pense, en fait, c'est faux. Alors bon, voilà, toujours penser, avoir ça en tête, et donc pas être non plus trop bourrage de crâne, quoi. Et c'est ça qui devient insupportable, mais dans tous les médias, dire de gauche, de droite. Vous voyez, il y a une vision, et les types sont là pour que vraiment vous pensiez ça. Il n'y a plus de débat, on n'essaye pas de dire ce serait quoi l'avantage, l'inconvénient, et puis discuter ça. Je me rappelle d'un débat que j'avais avec un journaliste qui était assez amusant. Il me racontait qu'au moment de Maastricht, dans son journal, ils avaient fait une page « Pourquoi faut voter Maastricht ?» et une page « Pourquoi faut pas voter Maastricht ?» Alors lui, il y avait la page « Faut pas voter », et puis il y avait, je ne sais plus qui. Mais ouais, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Tiens, c'est rigolo. » J'aime bien cette idée. C'est vrai qu'il doit y avoir ça dans un journal. Le oui, le non, et puis regardez, réfléchissez. Mais là, maintenant, on a compris que le non, maintenant, c'était complètement évacué et qu'il n'y avait plus qu'une seule doxa, et une doxa de plus en plus en échec. Et d'ailleurs, ça va jusqu'à l'interdiction de certains médias. On pense à RT, notamment, dans le cadre du conflit ukrainien. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui se justifie d'interdire comme ça un média, quelle que soit son origine ? Si le média ne viole pas la loi, je ne vois pas pourquoi on interdirait un média, quel qu'il soit. Donc ça, c'est... mais oui, ces attaques de plus en plus fortes contre la liberté d'expression sont une des caractéristiques des périodes de troubles, des périodes de systèmes qui échouent, en fait, évidemment. Fascistoïde, comme dirait Yoann Chapoutot, qu'on a reçu récemment. Si vous voulez, je l'ai reçu aussi, il est vraiment formidable, Chapoutot. Écoutez-le, ça vaut le coup. Mais non, mais sans même aller aussi loin, si vous voulez, si votre système, si vous avez raison, vous n'avez pas peur de la concurrence des idées. Si votre système il marche bien, soi-disant, au contraire, écoutez, vous pourrez même vous foutre de la gueule de tous les autres en disant c'est n'importe quoi ce que tu proposes. Si vous ne le faites pas, c'est bien que votre système est en décrépitude. Il me revient une phrase aussi, je vais citer un peu des gens comme ça, mais de Marie-France Garot, que j'avais interviewé, et j'avais discuté avec, une phrase assez drôle, elle parle justement des empires, en disant tiens, justement, il y a un bon moyen de voir quelle est la santé des empires, en particulier par exemple l'Empire romain. Quand vous avez un empire qui se développe, il passe son temps à agréger des gens. Et des gens de plus en plus divers. Et c'est ce qui s'est passé avec Rome. Rome, ça commençait, il fallait être vraiment à Rome, et puis après, il fallait être en Italie, puis après, c'était tout l'Empire des citoyens, etc., etc. Puis quand l'Empire, il commence à se rétracter, que ça va de plus en plus mal, ça, il y a un problème. Maintenant, vous faites bien la différence avec les étrangers, vous arrêtez d'intégrer d'autres personnes. Et donc, vous voyez, c'est cette façon très différente, par exemple, de gérer l'altérité dans un empire vous montre si l'empire il va bien ou s'il ne va pas bien. Là, si vous regardez l'empire des idées, quand votre empire des idées, si le libéralisme il va bien à certains moments, eh bien, vous n'avez aucun problème à faire plein de débats avec des communistes, avec des socialistes, avec des libertariens, et puis vous dites pas mon système il est tellement bien qu'il va marcher. Puis quand le système il marche de moins en moins bien, vous arrêtez absolument tous les débats parce que vous vous rendez compte que c'est comme les deux pages dans le journal, le oui, le non. Vous défendez le oui, puis vous vous rendez compte que maintenant vos arguments ils sont tellement vérolés que quand vous faites le oui, le non, tous vos lecteurs ils votent non. Donc vous arrêtez de mettre le non, puisque justement votre média était un média de propagande pour que les gens pensent oui. Et ça va jusqu'à prendre des lois, effectivement, pour lutter contre la manipulation de l'information ou la désinformation. Donc il y a cette loi de 2018 en France, mais début 2024, par exemple, le World Economic Forum a considéré la désinformation comme le risque numéro 1 à court terme pour la société. Qu'en pensez-vous de ces lois ? On voit bien que c'est la poursuite des attaques contre la liberté d'opinion et d'expression, en fait. C'est ce système qui est vraiment en bout de course. Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est de voir à quel point ces gens vraiment ne se rendent pas compte à quel point ils sont eux-mêmes dans de la désinformation en permanence. À quel point
quelques soi-disant chasseurs de fake news, de complotistes. Fact-checker. Oui, alors je vous disais, il y a des phénomènes qui existent, mais vous savez, le complotisme en col blanc, le complotisme des élites, ça existe aussi vachement. Il y avait d'ailleurs un très bel article de Frédéric Lordon, il y a beaucoup d'années, mais vraiment, qui n'a pas pris une ride sur le complotisme des anticomplotistes, en fait. Et qui se comprend, parce que soi-disant, si vous êtes un espèce d'anticomplotisme, vous regardez, vous dites, ah tiens, le type là, il ment, il désinforme. Vous me disiez tout à l'heure. Puis vous dites une fois, puis le type revient une deuxième fois, puis le type revient une troisième fois, puis une quatrième. Bon, à la 10e fois, ce soi-disant anticomplotiste, il se dit, pourquoi il dit ça sans arrêt, le gars? Il faut faire il doit faire exprès. Et puis, si ça se trouve, le gars, il est sûrement payé pour faire ça. Puis, vous voyez, l'anticomplotiste, il se met vraiment à voir un complot, et là, il n'y a aucun problème. Vous dites, mais tu as des preuves, tu as un truc? Non, il n'y en a pas, mais je l'ai pensé très fort, ça marche très bien. Donc, vous avez, et ça, évidemment, on n'en parlera jamais, de ce complotisme. Quand vous regardez des macronistes, des gens comme ça, qui vont vous dire, regardez, mais moi, je suis le cercle de la raison, des trucs comme ça. Si vous regardez, vous avez des gens qui répondent vraiment très bien, souvent, sur certains critères, sur certains axes, du pur complotisme aussi, Comment vous percevez l'évolution du paysage médiatique dans les années à venir? Alors bon, on a parlé des médias alternatifs, mais on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et puis des problèmes de financement aussi. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça va évoluer d'une manière positive pour les médias alternatifs ou finalement dans quelle direction vous voyez l'avenir pour les médias? Je pense que ça va aller dans une vision dans une perspective d'emploi très négative dans les grands médias, parce que c'est sûr que vu la pauvreté intellectuelle des articles qui sont... j'ai mon article AFP dont on a changé le titre et la photo, et ça, je pense que l'intelligence artificielle va, à l'avenir, faire ça très très bien. C'est Bloomberg, d'ailleurs, qui écrit ces articles en partie avec l'intelligence artificielle depuis plusieurs années déjà. Oui, s'il a envie, si vous voulez, mais forcément, au bout d'un moment... vous allez revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quoi l'information? C'est quoi les faits qui vont vraiment intéresser les gens parce qu'ils dérangent justement d'autres personnes quand ils sont publiés et donc ils sont importants? Quelle est votre valeur ajoutée? Est-ce que vous avez fait des enquêtes? Parce que c'est sûr, si vous reprenez le truc AFP, ça s'automatise parfaitement. Maintenant, si vous allez faire une vraie enquête, une vraie investigation... Nous, quand on fait, une énorme analyse du commerce extérieur français, si on est sur de l'économie, sur les inégalités, sur des choses comme ça, attendez, c'est des jours et des jours de recherche et de travail. Sur Lucide aussi, on aime bien mettre un peu en avant des analyses avec des graphiques, parce que ça permet de revenir à des données, justement, d'avoir un socle commun pour se faire sa propre opinion, pour résister. On essaie de donner des outils comme ça aux gens aussi, pour résister à la doxa, pour résister à cette propagande, mais qui est violente. Moi, je peux plus regarder la télé. Écouter un débat, c'est dans l'air ou un truc comme ça, c'est violent, ça me fait mal, en fait. C'est pas possible d'avoir ce genre de dire, tiens, je vais faire un débat à 4 personnes, les 4, ils pensent pareil. Vous avez les néolibérales intégristes, les néolibérales violents, les néolibérales moyens, puis le néolibéral modéré. Ok, mais c'est un peu limité quand même. Et encore, je suis gentil dans mon exemple, parce que souvent, c'est des gens qui connaissent rien aussi au sujet dont ils parlent. Donc, c'est assez violent. Donc. Et vous-même n'êtes plus invité, finalement, sur ces plateaux? Ah oui, non, ça fait pas mal d'années. Mais après, je préfère aussi m'occuper, moi, de faire de la recherche et de faire de la bonne information. Après, c'est quand j'ai participé, il y a une dizaine d'années, beaucoup à ce genre de plateau, quand vous retrouvez... alors, ce qu'au début, il y a un côté un peu grisant, tiens, je passe à la télé, je suis là... Mais assez vite, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais c'est d'une nullité affligeante, quoi. Déjà, vous avez des gens très souvent en face de vous, mais c'est normal, des espèces de tautologues qui vous parlent de tout. C'est les types, un jour, commentez-nous l'Ukraine, puis le lendemain, c'est commentez-nous la hausse des taux de la Fed, puis le lendemain, c'est commentez-nous les événements au Costa Rica, et puis, tiens, vous avez vu ces avancées là dans la lutte contre le Panari, un peu limité quand même. Et quand vous connaissez, que vous avez creusé un peu les sujets, les débats, ils sont très vite limités. Les sujets, il faut les traiter en 30 secondes à peu près, sinon ça fait un tunnel coco, les gens, ils sont un peu bêtes, ils vont plus comprendre, donc c'est un peu nul. Et puis, j'ai eu souvent, moi, des exemples où vous avez un débat un peu dur avec quelqu'un, la caméra s'arrête, le type vous dit, non, bien sûr, vous avez raison, mais je ne peux pas le dire. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fous là? Je veux dire, c'est dingue, quoi, de voir des trucs comme ça. Et vous le voyez à l'écran,
Regardez un truc, regardez, non, vous ne regardez plus des chaînes prétendument d'information, je vous assure. Non, mais vraiment, c'est un stade, c'est dangereux, quoi. Regardez le JT à la rigueur, et puis faites-vous plaisir, regardez des films, des trucs, mais il ne faut pas écouter des débats ou des choses comme ça. C'est vraiment, je pense, dangereux, quoi. C'est vraiment. Parler d'Ukraine, alors ça fait la transition avec prochaine thématique que je voulais aborder avec vous, notamment. C'est un conflit c'est un pays et une région que vous suivez depuis plusieurs années. Comment vous expliquez que finalement il y ait un tel degré d'unilatéralité dans les médias, dans les grands médias en ce qui concerne cette région, notamment la Russie. Et là, il semble effectivement qu'il y ait une ligne assez claire. Mais il y a toujours eu une forme d'absence de débat sur l'international. Je trouve que c'est même une des caractéristiques principales de ce sujet-là. Peut-être depuis la chute du mur, quoi. Depuis ces moments-là, si vous regardez, parce que la chute du mur, donc était assez vite arrivée la guerre du Golfe, où ça commençait à avoir une espèce de fabrication du consentement, hein, comme disait très bien Chomsky, où on empêche les débats, où on fait n'importe quoi. On se rappelle vraiment de la guerre du Golfe et puis justement des guignols de l'info qui étaient apparus à ce moment-là pour se foutre de la gueule de ces trucs qui étaient tellement surréalistes, spectacles. En tout cas pour ceux qui ont connu ça dans les années 90, cette première guerre en direct, tout ça. Et puis avec cette caractéristique où alors à la fin, quand ça s'arrête, les types vous disent ah ouais non, c'est vrai qu'on a un peu merdé quand même. C'était pas on le fera plus. Puis arrive la guerre suivante où ils font la même chose, puis ils sont tout contents. Ils vous disent ah au moins on n'a pas fait comme la guerre d'avant. Si t'as fait exactement comme la guerre d'avant, t'es incapable en fait de donner une information un peu avec du recul. En plus, c'est l'étranger. J'avoue, c'est un truc, je ne vais pas dire que je ne comprends pas, mais on se dit, pourquoi autant de violence sur des choses qui ne nous concernent pas directement ? N'est-ce pas un alignement sur la politique étrangère du pays ? Oui, ça peut être ça. C'est la Libye, c'est la Syrie. Regardez, on peut parler de la Syrie, d'ailleurs, parce que c'est peut-être toujours plus facile de parler des choses quand on n'est plus dedans. L'Ukraine, on est encore dedans. Bon, ça finira comme l'Afghanistan. Mais prenons la Syrie. Moi, je me rappelle très bien, Fabius, les Hollande, tous les leaders du monde. La Syrie, c'était le truc sur la planète. Hein. C'était le problème. Ils ont tous dit, d'ailleurs, il y avait même des montages vidéo qui étaient à mourir de rire, quoi, où tous les leaders ont dit Bachar al-Assad va partir bientôt. Vous avez le Hollande, le Canadien, le truc. Bon, ils sont tous partis, les types qui ont dit ça. Bachar al-Assad est toujours là. Alors, il y avait ce moment-là, vous vous rappelez, hein, les Fabius, hein, c'était mais non-stop. Évidemment, il y avait des combats violents et compagnie, mais quand même, à la base, le sujet, c'était pas normalement le combat violent, c'était quand même Bachar al-Assad, il me semble, je n'avais pas suivi. Puis dès que vous disiez, mais attendez, on ne va pas soutenir des terroristes là-bas, Robert Baer, qui est un des grands spécialistes de la région, avait dit d'ailleurs dès le début que Bachar al-Assad avait des soutiens beaucoup plus forts, que c'était pas du tout Kadhafi, qu'il fallait pas se lancer là-dedans, que des rebelles modérés, il n'y en avait pas, que c'était tous des pro-djihadistes dangereux. Bon, c'est foutu de sa gueule, machin, c'est pareil. Complotistes. Nos pro-Assad et compagnie. Moi, je disais, attendez, tout ça vaut-il bien la peine ? On est en train de parler quand même de beaucoup de morts, tout d'un coup, qu'on alimente, évidemment, avec les réseaux terroristes là-bas, du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Et puis, c'était devenu mais vraiment, essayer de pouvoir replonger, on vous a parlé. Bon. Vous avez entendu parler de la Syrie depuis 2-3 ans, vous ? Puis Bachar al-Assad, il est toujours là. La différence, c'est qu'il y a eu, je peux vous donner du bilan final, 300, 400 000 morts qu'on a alimentés, nous, l'Occident. Parce que, pour la raison soi-disant, Bachar al-Assad devait partir. Il est toujours là. Je pense qu'on peut dire là maintenant que c'est un échec quand même lamentable. Qu'on aurait, comme certains raisonnables disaient à l'époque, évidemment que c'est très mal Bachar al-Assad, mais enfin, si on évite la guerre, on peut peut-être faire pression commerciale, machin, pour qu'il arrête de torturer les gens, qu'on limite le truc petit à petit, puis qu'ils finissent par partir. Il y a d'autres façons d'aller bombarder ou d'envoyer quand même des terroristes. Hein. Bon, quelqu'un a-t-il fait un bilan ? Non. Quelqu'un a-t-il fait un bilan médiatique de traitement ? Non. Invitons toujours Bernard-Henri Lévy pour écouter ses bons conseils. Bah oui, ça quand même, le gars, il a un viager sur la télé, hein, lui, faut pas oublier. Traitement de l'information, est-ce qu'on a tiré les leçons de nos gentils alliés terroristes ? Bah non. Mais il se passe des trucs ahurissants. Et puis évidemment, hein, tous les experts qui sont venus vous dire « Ouais, faut y aller, Bachar al-Assad, on va le faire tomber, c'est bientôt, dans 15 jours, bon, dans 30 jours, dans 2 mois, dans 6 mois. » Bon, on est d'accord que ces gens qui ont dit ça, normalement, il faut les interdire d'antenne, c'est des gens dangereux, complètement incompétents. Ils sont toujours là.
Oui. Donc ça, c'est une caractéristique aussi des temps présents. Hein. Plus vous êtes mauvais, plus vous vous trompez, plus vous allez venir dans les médias. Et tous ceux qui, à l'époque, disaient « ça va finir comme ça », je connais bien, parce que j'étais un peu dans ce cas-là. Pour l'Ukraine, notamment, vous Oui, disiez non, mais- que c'était possible, en tout cas que c'était une alternative, probabilité, je dirais même. Mais quoi, qu'il y ait un conflit? Qu'il y ait un Oui, conflit. mais moi, je disais pas grand-chose. Moi, j'écoutais, je suis allé voir les spécialistes de la région, et c'est ce que les spécialistes de la région ont dit. C'est ce que disaient les plus grands. J'ai eu la chance de m'entretenir avec le conseiller diplomatique du général de Gaulle plusieurs fois. Il avait très peur, Pierre Maillard, il avait très peur d'un conflit qui pourrait se déclencher à ce moment-là. J'avais vu aussi le conseil diplomatique de Mitterrand, Gabriel Robin, je dis parce qu'ils sont décédés ces gens-là, mais qui étaient extraordinaires, je l'entends me dire, mais si on continue, la Russie va évidemment intervenir, qu'est-ce qu'on va faire si les chars russes passent la frontière ukrainienne, ça va être terrible. En plus, c'est ces mots que je répète, en plus c'est un conflit qui va être existentiel pour la Russie, ils se battront jusqu'au bout pour le gagner, ce n'est pas existentiel pour nous, et je me rappelle, on ne peut pas gagner ce genre de conflit. Voilà. Mais en fait, tous les grands diplomates de la guerre froide pensaient ça. Hein. Cette histoire d'Ukraine, d'ailleurs, ça remontait déjà dans les débats au Sénat américain en 1997. Vous aviez, en tout cas, les plus grands spécialistes de la guerre froide, qui connaissaient bien l'URSS, avaient alerté en disant c'est très dangereux, il ne faut pas étendre l'OTAN, ça va créer des problèmes, etc., etc. C'est un débat légitime, on peut l'avoir, on ne peut pas l'avoir, mais en tout cas, peut-être que tous ceux qui ont dit oui, il faut le faire, et tout va bien finir, il ne faut plus les écouter, il vaut mieux écouter les autres. Eh bien, c'est pareil, évidemment, on va taper sur les gens qui ont vu correctement la suite des événements, et on va de nouveau continuer à promouvoir bien les espèces de fanatiques, en fait, qui sont au pouvoir. Ce à quoi on assiste. Ce qui m'intéresse, oui, je peux rentrer dans les détails, mais ça ne va pas intéresser grand monde, le passé, c'est pourquoi on en est là, pourquoi ça se renouvelle, quels sont les problèmes en fait qu'on a. Et on voit qu'on a une vraie disparition, je trouve, de la diplomatie. C'est remplacé par une espèce de fanatisme, par une espèce de, soi-disant, diplomatie des valeurs. On vient vous expliquer que ça s'enracine assez souvent d'ailleurs dans un complexe de supériorité occidentale. Hein. Sous-entendu, c'est nos valeurs, donc les autres pays du monde doivent appliquer nos valeurs, sinon ça ne va pas. On va leur imposer, donc on va les bombarder l'Irak, et puis ils vont être démocrates assez rapidement, bon, on a vu. On va bombarder l'Afghanistan, où ça va être démocrate. C'est vrai quand même 20 ans, plusieurs milliers de milliards en Afghanistan pour remplacer les talibans par les talibans, moi je trouve que c'est encore vraiment un beau succès de l'Occident. Et en fait, ce qui me frappe, qui m'attriste, c'est oui, je pense qu'on a vraiment perdu l'esprit de diplomatie. Que ce qui animait les plus grands diplomates de la guerre froide, eh bien, ça a disparu et c'est remplacé par des gens qui ont la philosophie contraire. Moi, j'ai interviewé il y a peu, d'ailleurs, tiens, je vous conseille, si ça vous intéresse, sur ce sujet ukrainien, Jack Matlock, qui était l'ambassadeur de Ronald Reagan en URSS en 89. Pas spécialement pro-russe quand même, quand on est ambassadeur de Ronald Reagan, me semble-t-il, je me suis dit, bon, on ne va pas non plus trop me chercher des potes. Vous avez un très grand diplomate de 95 ans, qui est un des plus grands spécialistes de l'URSS, qui vous raconte un peu les tenants et les aboutissants. Écoutez-le, ça vous intéresse. Mais vraiment, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir moi, ce qui m'a frappé, son souci mais quand même, on ne va pas... faut négocier, faut arrêter ce conflit rapidement. On est en train d'avoir tous les jours des centaines de jeunes qui meurent là-bas, pour savoir si quelques kilomètres carrés de champs de patates, ils sont russes ou s'ils sont ukrainiens. Je ne dis pas que c'est bien, c'est un débat, moi je ne prends pas position, mais je veux dire, tiens, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Et je vois que chez ces gens-là, il y avait évidemment dans toute leur vie la crainte d'un conflit, la crainte d'une apocalypse nucléaire. Et donc, ils faisaient attention, ils négociaient. Et c'est ça le principe de la diplomatie, c'est normalement d'aller négocier. Qu'est-ce qui est important pour vous, même si vous n'avez pas mes valeurs, en tout cas vous êtes là, il va bien falloir que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et bon, est-ce qu'on peut trouver un terrain commun où chacun va faire un pas et puis ouais, on va trouver une solution où on n'aura pas tout ce qu'on veut, mais on n'aura pas la guerre aussi, c'est pas mal en échange. Et ça, c'est complètement remplacé par cet esprit néoconservateur, mais qui dérive aussi du néolibéralisme, en fait, quand on le creuse, par des gens d'une intransigeance totale, par des gens qui ne sont pas capables de comprendre l'autre, quel qu'il soit. En tout cas, pour peu que ce soit pas, et encore, je veux dire, pour peu que ce soit pas un Européen, enfin même les Européens, je pense qu'on les comprend pas très bien chez nous. C'est-à-dire qu'en tout cas, les États européens, les dirigeants européens actuels sont très va-t-en-guerre, très peu portés. Alors l'Europe, c'est la paix, mais en tout cas là, il semble qu'ils soient peu portés à oui, négocier. Je n'ai pas ce qu'on veut dire oui et non.
Oui, parce qu'ils le font, évidemment, on le voit. C'est que le jour où ils ont pris les fonds du Fonds européen pour la paix pour faire la guerre, moi, je me suis dit, là alors, Orwell, vraiment, on pense à toi quand même. Mais et c'est là que c'est dangereux aussi. Je pense qu'au fond d'eux, ils ne pensent pas qu'il peut y avoir la guerre. Et c'est ça qu'il y avait dans l'esprit, je le recite, de Jack Matlock, qui était intéressant. Hein. Le gars en question était en 62 à l'ambassade américaine à Moscou. Il traduisait les télégrammes de Brejnev à Kennedy en se demandant s'ils n'allaient pas tous finir dans l'apocalypse nucléaire. Bon, ça vous forge une vie, je pense, quand vous avez connu ça. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même des dindons souvent au pouvoir qui sont dans une pièce de théâtre, en fait. Vous voyez, je fais le lien à ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'étais sur les plateaux de télé, et puis le mec, j'ai un débat pendant 30 minutes, hein, il me prend la tête, et à la fin, il me dit « Non, mais j'avais raison, une fois qu'on n'est plus à l'antenne. » Et je me dis c'est du théâtre, en fait. C'est du théâtre. Une fois, il y en a un comme ça dans le débat, vraiment, je trouvais que je l'avais mis mal, quoi. Il était un peu de muche, bien que député européen. Puis à la fin, je me suis dit... Enfin, j'étais pas très bien, vous voyez, parce que je me suis dit, tiens, j'aurais été à sa place, j'en voudrais à l'autre. Je dirais, bon, quand même, tu m'as fait passer pour un con. Bon, c'est que j'étais con, mais enfin, quand même. Et les caméras se capent, et le gars, mais alors d'une gentillesse, c'était super, on a passé un bon moment, est-ce que je vous raccompagne au métro, ce genre de truc, je vous dépose. Oui, il est gentil, mais je me suis dit, mais ah oui, d'accord, le gars est au théâtre. Et c'est vrai qu'au théâtre, vous pouvez jouer l'idiot au théâtre. Il défend son rôle, vous en foutez. Vous êtes dans votre rôle, mais tout le monde sait que vous n'êtes pas idiot, puisque vous êtes... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai vraiment vu... Et c'est ça, en fait, c'est ces histoires de soi-disant débat en 2 minutes 30 sur les médias, c'est du théâtre, on vous raconte n'importe quoi pour faire le gentil, le méchant, et puis si vous regardez votre truc, c'est sûr que vous n'allez rien apprendre, parce que c'est du théâtre. Mais, j'y reviens, nos dirigeants, je pense qu'ils sont aussi dans une forme de théâtre. Avec des conséquences beaucoup plus importantes. Mais oui, c'est un jour, c'est « Oh là là, non, mais on fait le théâtre, je vais faire le théâtre, oh si, oh, je vais étendre l'OTAN, c'est pas grave, faisons du théâtre, on a des droits, des libertés. » Puis un jour, « Ah flûte, tiens, il y a des chars russes qui ont traversé la frontière. » Et je n'y pensais pas. Bon, ça fait 30 ans qu'ils le disent, hein, mais c'est tout d'un coup, flûte alors, la réalité est compliquée. Une fois, Emmanuel Todd m'a dit d'ailleurs, dans les pays comme ça, un peu des BRICS, l'Asie, l'Eurasie, il ne faut jamais oublier que ces pays-là, ils n'ont pas oublié que l'histoire, ça peut être grave. Ils n'ont pas oublié que l'histoire, ça peut être grave. Et moi, je pense que nous, on a oublié que l'histoire, ça peut être grave. C'est-à-dire faire ce qu'on fait. Mais vous imaginez bien que des diplomates de la guerre froide, parce que vous me parlez par exemple, du conflit en Ukraine et compagnie, mais les types seraient terrorisés en disant mais ça peut finir par une apocalypse nucléaire. Et ce truc-là est devenu tellement lointain, parce qu'on a tous les images, on a vu dans les années 60, de ces écoliers qui avaient les alertes nucléaires, des petites images en noir et blanc, 1960, allez, simulation d'une attaque nucléaire, et puis les écoliers, ils vont sous la table. Enfin bon, je pense aussi que quand vous avez été écolier, que vous avez mis sous la table à 10 ans, vous pensez que le nucléaire, ça peut aussi être dangereux. Et quand vous ne le faites plus... Vous pensez que maintenant, il pourrait y avoir encore un risque nucléaire évident? Mais parce que beaucoup en parlent, c'est une rhétorique ou c'est une possibilité? Oui, mais c'est une vraie, évidemment, possibilité. Faut bien voir d'ailleurs que, en tout cas, les spécialistes, souvent de ce sujet-là, sérieux, expliquent souvent que quand les militaires font des espèces de jeux, de wargames, de simulations, très souvent, quand vous commencez tout petit avec le nucléaire, du genre, je vous mets une petite bombe tactique sur une forêt, toute petite, pour arrêter, pour calmer un conflit qui irait mal, j'ai même prévenu avant, il y a très peu de morts. Même là, vous vous mettez dans des engrenages. C'est très compliqué, parce que, oui, mais comme tu as fait ça, moi je suis obligé de te montrer machin, je vais t'envoyer aussi un missile pas très loin pour te montrer que moi aussi je peux le faire, et puis ça s'escalade. Très souvent, ils ont beaucoup de mal à empêcher que ça finisse par j'envoie des missiles nucléaires partout. Ce qui a pour petite conséquence non seulement de détruire les deux pays, mais surtout, très probablement, de détruire évidemment l'espèce humaine sur toute la planète en raison des hivers nucléaires qui peuvent arriver si beaucoup de missiles explosent en même temps. Et en fait, on voit... Alors, c'est pas passé très loin en 62 déjà, faut pas oublier ça quand même. Faut avoir lu le livre de Robert Kennedy sur 13 jours, où il raconte l'expérience, de voir à quel point d'ailleurs le président Kennedy a œuvré pour empêcher l'apocalypse.
Parce qu'il ne faut pas se dire que, oh là là, on a quand même des gens qui faisaient attention. Hein. Enfin, vous lisez les trucs, vous voyez, tous les chefs militaires disaient, non, il fallait que les États-Unis aillent envoyer des bombes nucléaires sur les missiles nucléaires soviétiques quand même. C'était vraiment demandé au président et pas par les secrétaires. Hein. C'était vraiment tous les ministres. Et comme Kennedy d'ailleurs avait fait la guerre, il avait été blessé pendant la guerre, il souffrait tous les jours du dos, d'éclats qu'il avait reçus. Il savait ce que c'était la guerre. Il faisait attention. C'est sûr que les dindons qu'on a aujourd'hui, on voit qu'ils en sont beaucoup moins capables. Et le fait que tout ça semble loin, le fait qu'on se dise encore, ah mais enfin, est-ce que ça... Vous m'avez posé la question. Est-ce qu'il pourrait y avoir une explosion nucléaire ? Et enfin, il y a plusieurs dizaines de milliers de têtes nucléaires qui existent. C'est pas fait juste pour servir pour les cochons, quoi. Si c'est là, ça peut être utilisé. Et généralement, vous remarquerez que sur longue période, à chaque fois que l'être humain a fait une arme, il a utilisé. Hein. C'est rare qu'il ait dit « je garde ça de côté au cas où, on verra ». Et je pense qu'hélas, plus on pense que ça ne peut pas arriver, plus ça peut arriver, quoi. C'est ça le danger et c'est ça le risque. Donc oui, évidemment que ça peut arriver. On peut dire c'est lointain, c'est raisonnable. Ouais, mais enfin, il ne faut pas trop jouer à la roulette russe, quoi. Parler des inconscients, est-ce qu'il n'y a pas aussi des irresponsables? Ça veut dire des gens qui n'ont rien à cirer, qu'un conflit puisse arriver, que vous parliez des inconscients, on parle un peu des politiciens, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens mal intentionnés, qui en ont vraiment rien à cirer des conséquences qui peuvent arriver? Et puis, peut-être deuxième question en passant, vous parliez des Kennedy, qu'est-ce que vous pensez du Kennedy actuel, Robert Kennedy Jr.? Pour Kennedy Jr., je ne l'ai pas regardé de près, donc je ne vais pas aller là-dessus. Je ne suis pas toutologue, j'évite, quoi. Quand je ne sais pas. Oui, je vais passer 2-3 trucs. En tout cas, son ralliement à Trump, pendant que Dick Cheney se rallie à Kamala Harris, juste intéressant, je pense, dans l'idée que ça peut montrer une nouvelle forme d'opposition qui n'est plus forcément démocrate-républicain, mais qui est plutôt vraiment néoconservateur et je ne sais pas comment appeler les autres, mais en tout cas cette opposition-là, qui va plus être sur des choses comme la liberté d'expression, sur les relations internationales, etc. etc. Pour revenir à la question précédente, qui était... Les irresponsables et les mal intentionnés. J'y crois pas trop, parce que la guerre nucléaire, ça les concerne, en fait. Ouais. Donc, quand vous dites qu'ils s'en foutent, en général, ils s'en foutent des Arabes, ce genre de trucs, ou des Noirs, et puis il peut en mourir quelques dizaines de milliers, on va rien faire, c'est pas très grave, en fait. C'est plutôt dans cette vision-là. Mais je disais, c'est comme les Syriens. Vous voyez qu'ils n'en avaient rien à faire, des Syriens, parce que sinon, ils continueraient. Sinon, aujourd'hui, on en parlerait encore, on essaierait de faire d'autres choses contre Bachar el-Assad, si vraiment le sort des Syriens nous intéressait. Si le sort des Afghans nous intéressait, il serait peut-être d'autres choses que d'avoir remis les talibans avec les talibans. Ce sera pareil les Ukrainiens. Vous verrez que dans 10 ans, je ne sais pas si quelqu'un regarde cette vidéo-là, il se dira ouais, c'est l'Ukraine, c'était passé des trucs à l'époque, ouais, c'était plus... Et puis ils s'en foutent royalement. Sinon, en fait, si vraiment vous êtes humaniste, votre premier réflexe, c'est de dire comment on arrête la guerre demain, quoi. Et oui, on va faire des négociations, et oui, il y aura des compromis à faire, et puis c'est comme ça. Mais là, ils vous disent non. Alors ça, l'idée, c'est de toujours trouver le responsable. Alors là, le responsable, c'est évidemment Poutine. C'est lui qui déclenche la guerre. Moi, j'ai condamné, j'ai pas de souci. C'est une violation du droit international, c'est plein de crimes de guerre de l'armée russe, évidemment. Mais ils vous disent c'est le responsable, donc, continue, c'est pas grave, on va envoyer des armes. Alors au début, j'envoie des chars, et puis j'envoie des avions, et puis j'envoie des missiles, puis j'essaie de faire en sorte que les missiles aillent plus loin, et puis on ne sait pas. Peut-être que aujourd'hui, on va envoyer des armes nucléaires aussi, là-bas, à l'Ukraine, je ne sais pas. Et surtout, on met des sanctions économiques qui mais pénalisent plus l'Union européenne que la Russie. Ça, c'est le pompon, oui, bien sûr. Oui, non, mais ça, si vous voulez... le côté, ça pénalise plus nous que la Russie, c'est presque inutile de le dire. Les gens sérieux qui ont écrit des bouquins, qui connaissent ces sujets, vous montrent très bien qu'en général, les sanctions, ça ne marche pas. Ça marche très rarement, des sanctions. Pour que ça marche, il faudrait vraiment faire des sanctions colossales sur un tout petit pays qui n'a aucun échappatoire. À ce moment-là, oui, vous pouvez peut-être arriver, en effet, à voir quelque chose. En tout cas, au niveau d'États un peu grands, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais, pour des raisons... Ça, c'est pareil, quoi. Il faut avoir cette vision réaliste des relations internationales. Si on comprend comment marchent les États sont généralement des structures paranoïaques dont la hantise ultime est de subir le chantage d'autres pays. Quand vous faites des sanctions, vous êtes en train d'exercer de la violence contre un pays pour lui faire changer sa politique. C'est le but des sanctions. Mais vous comprenez bien que si vous acceptez ça, ça veut dire
que vous allez plus être un pays, entre guillemets, je sais pas comment dire, enfin en tout cas en capacité de mener les actions qui le souhaitent. Bonne ou mauvaise, on entend bien, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, je dis juste que c'est une façon de faire que la plupart des gouvernements refuseront d'une façon ou d'une autre, ils refuseront de céder, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ça, c'est le schéma général, les sanctions économiques en général, ça ne marche pas. C'est d'ailleurs souvent contraire au droit international. Si ce n'est pas voté par l'ONU, c'est une forme d'agression contre un pays. Même si le pays a fait plein de choses mal, ça reste quand même une agression. Et souvent, ça se retourne contre enfin, en tout cas, souvent, ça peut se retourner contre le pays qui les met en place. Et là, on a fait très très fort. On a fait très fort, parce qu'en plus, évidemment, la Russie s'y préparait depuis 10 ans, donc c'est pour ça que ça a été en gros à peu près même pas mal. Alors que nous, on s'en est pris plein la tête, en particulier, parce qu'on a pris des décisions, en effet, à la va-vite, de principe. C'est ce que je vous disais, il n'y a même pas eu une réflexion, est-ce que ça va vraiment marcher? Sinon, on aurait réfléchi, on aurait fait les choses différemment. Il y avait sans doute d'autres façons de faire en sorte que, éventuellement, la Russie recule, mais c'est des négociations, c'est de la diplomatie. Ce qu'il y a eu d'ailleurs au départ, je veux dire, oui, il y a eu bien sûr, mais ça a été très près. De toute façon, nous, notre seule action a été d'empêcher la paix en Ukraine au bout d'un mois. Mais parce qu'en effet, avec Boris Johnson qui s'est rendu à Kiev pour faire capoter là. Tout à fait. Victoria Nuland récemment a réexpliqué, confirmé la chose en disant que les Américains avaient dit non, il ne fallait pas le faire. Ok, très bien, il n'y a pas la paix, mais ça montre aussi que donc on se moque royalement de ces pauvres Ukrainiens qui se battent tous les jours. Je ne sais même pas d'ailleurs comment ils réagiront à terme quand ils se rendront compte que comme des Vietnamiens du Sud, comme des Libyens, comme des Irakiens, comme des Syriens, comme des Afghans, qui j'oublie encore là-dedans, enfin en tout cas voilà. Et les pays d'Amérique du Sud aussi. Ils se sont fait empapaouter par les Américains qui n'en avaient strictement rien à foutre d'eux, du sang de leurs enfants, pour des visées politiques d'ailleurs complètement à deux balles et sans aucun intérêt stratégique. Et comment vous voyez les possibilités de paix en Ukraine actuellement, ou dit autrement, comment vous voyez l'avenir de ce pays dans les mois, dans les années à venir? C'est compliqué. Non, j'en sais rien, c'est pareil, je ne sais pas ce que décideront les uns les autres. C'est très difficile en fait, parce que vous me demandez presque, finalement, répondre à cette question, ça reviendrait à avoir une vision claire du comportement de nos dirigeants. Mais ça, moi, j'aurais pu vous répondre dans les années 60, avec des dirigeants rationnels, diplomates, qui ont à cœur les intérêts de leur population. Aujourd'hui, ces gens sont capables de n'importe quoi. C'est-à-dire que, d'un côté, oui, Macron serait sans doute capable d'envoyer des troupes sans problème françaises là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, les Anglais sont tout à fait capables d'envoyer des missiles pour aller bombarder Moscou. Et Donald Trump est tout à fait capable de dire, en 48 heures chrono, je laisse tomber les Ukrainiens, on arrête tout, et puis les Russes, ils gardent le territoire. Mais ces deux positions, on est entre la guerre nucléaire quasiment d'un côté, et je laisse tout tomber de l'autre. Au moins, se retirer, ça aurait l'avantage de faire arrêter la guerre. Mais en tout cas, voilà, le champ des possibles. Donc moi, j'en sais rien, où ça ira. On a des dirigeants qui sont complètement irrationnels, fanatiques, qui ne défendent plus l'intérêt de leur population. Et en parlant d'un autre conflit aujourd'hui qui fait la une de l'actualité, c'est celui évidemment en Israël. Je peux citer un truc, ça me vient, je voudrais quand même le citer. Je me rappelle d'une petite interview que j'avais vue au début du conflit ukrainien. C'était sur, je crois, CNBC, je crois, qui interviewait le ministre indien du pétrole. Et c'était rigolo, parce qu'il y avait donc une journaliste américaine, l'espèce de petite blondie caricaturale, qui était là, en train de dire « Oui, mais c'est important de sanctionner la Russie pour qu'elle arrête, tant pis pour le prix du pétrole, ça coûtera ce que ça coûtera, mais il y a des principes et des valeurs. » Et il y avait ce ministre indien de l'énergie qui la regarde avec des yeux comme ça et qui lui dit, mais vraiment en substance, dites, j'ai une responsabilité envers mon peuple. C'est-à-dire que, surtout pour un Indien, vu le niveau de vie, le prix du litre à la pompe, c'est ma priorité. Le reste, bon, effectivement, il y a bien du malheur. Il y en a en Ukraine, il y en a au Congo, il y en a en Libye, il y en a en Syrie, il y en a en Afghanistan. On ne peut pas tout faire. En tout cas, moi, mon métier de ministre du pétrole, c'est de faire en sorte qu'il y ait du pétrole pas cher, point. C'est rigolo de voir ce conflit. Je ne prends même pas position. On peut avoir une position, on peut avoir l'autre. Mais c'était très intéressant de voir la confrontation des deux, surtout que cette vision d'un ministre indien est quelque chose qui est complètement absent d'un média chez nous. Et c'est ce que je dis de la doxa. On ne va pas dire, mais c'est quoi nos intérêts en fait là-dedans ? Et qui, en plus, et depuis le début, aurait correspondu à l'intérêt réel de l'Ukraine, contrairement à ce qu'on fait depuis lors.
Ils sont certainement beaucoup plus réalistes que nous, effectivement, en Inde ou dans ces pays des BRICS. Oui, ouais. En tout cas c'est beaucoup plus profondément sur une vision de c'est quoi un dirigeant politique et pour qui il travaille. Hein. Et que pensez-vous justement alors d'Israël? J'en parlais, c'est un conflit qui fait la une de l'actualité. Il semble que tout le monde condamne ce qui se passe à Gaza, enfin presque tout le monde en tout cas. Enfin, tout le monde hors de l'Occident, oui. Bah, disons, l'ONU quand même s'est positionnée, les grandes ONG aussi. Oui, hors de l'Occident. Hors de l'Occident. Mais comment ça se fait donc que finalement il y ait une telle inertie dans le fait de pouvoir quand même agir sur ce qui se passe sur place? Ah, c'est une bonne question qui, je pense, va donner du travail à des générations de psychologues et sociologues et historiens, quand même, pour comprendre ce qui s'est passé dans ce moment-là en Occident, comment on a pu déraper autant, à un moment où on a prétention à donner des leçons à la planète entière, hein, quand même, sur les droits de l'homme, le droit international, la vie des gens, etc., etc. Faut vraiment voir comment un Chinois nous voit aujourd'hui, comment un Indien nous voit aujourd'hui, comment un Brésilien nous voit aujourd'hui, et ils voient ce qu'on est, hein, c'est-à-dire des gens abjects, mais qui en plus se font passer pour des gens d'une probité incroyable, et qui en plus viennent faire la leçon aux dits brésiliens. C'est vraiment stupéfiant. Pourquoi on en est là? Bon, on en est là, Emmanuel Todd parle du nihilisme de l'Occident. D'autres chercheurs aussi emploient ce mot-là aux États-Unis. Ouais, il y a quelque chose de grave en Occident, d'une perte de valeurs morales élémentaires. Enfin, attendez. Est-ce que quelqu'un a sérieusement un doute sur ce que ferait Jacques Chirac aujourd'hui? Jacques Chirac. Qui d'ailleurs avait une position favorable. Je ne dis pas un humaniste, je ne dis pas un type de la Ligue des droits de l'homme. Jacques Chirac. Est-ce que vraiment il laisserait un début de génocide à Gaza? Pour vous, c'est un génocide? Bah, je ne sais pas, moi, quand on enferme des gens, qu'on leur coupe l'eau, l'électricité, tous les médicaments, je ne sais pas si on a pour ambition qu'ils mangent du sable, mais c'est limité à terme. En tout cas, de grands chercheurs, bon, certes, évidemment, c'est le débat, si vous voulez appeler ça massacre, crime contre l'humanité, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, de grands chercheurs israéliens emploient ce terme-là. On verra. Je rappelle qu'on employait le mot génocide pour le massacre de Srebrenica. Hein. Il y avait 8000 morts, hein, je crois, de base. Bon, c'est le droit international, en fait, qui fait ça. Hein. Voir ça, voir un pays devenu fou qui se met à bombarder tous ses voisins, qui est en train, à l'évidence, de chercher... En fait, on voit très bien que... en ce moment, Israël est en train de chercher à déclencher une guerre au Moyen-Orient. En tout cas, effectivement, avec le Liban, c'est très tendu, il y a des morts. Avec le Liban, avec l'Iran, ils bombardent la Syrie. Enfin, c'est rigolo, si c'était la Russie qui se mettait à bombarder tous ses voisins, moi je pense qu'on entendrait parler tous les 4 matins. Me semble, hein, je ne sais pas. Il ne se passe rien. Enfin, et en plus, ce moment est très dangereux, hein, parce qu'on voit d'ailleurs tout autant en Ukraine qu'en Israël que la présidentielle américaine est en train d'essayer d'accélérer le calendrier et que vous avez les deux pays qui essayent de déclencher un conflit beaucoup plus large pour nous y entraîner. Hein, quand même, c'est ça le plan. Hein. Ils savent certainement qu'avant la présidentielle américaine, rien ne se passera parce que les présidents, enfin le président... rien ne se passera s'il se met à envahir le Liban très prochainement. S'ils envoient l'armée au Liban, si tout d'un coup le Hezbollah... et d'ailleurs maintenant l'armée libanaise est vraiment solidaire du Hezbollah. Et s'il commence à y avoir un conflit qui avance là-bas, il va se passer quoi en fait? Les Américains, ils ont déjà dit d'ailleurs, hein. Je ne comprends même pas d'ailleurs, mais bon, ils vont les soutenir comme ça. Avant la fin, ils ne vont pas dire non, on attend le 21 janvier, hein, d'ici là, débrouillez-vous Israël. Compliqué quand même. Et donc on est dans la main de gouvernements complètement fanatisés, dangereux, qui violent le droit international mais toutes les 14 minutes, et pas un petit peu, hein, c'est pas j'ai mordu la ligne jaune, hein, là je suis quand même sur la 3e file de l'autre côté là quand même. Hein. Et il ne se passe rien alors qu'on a la possibilité d'arrêter le conflit en quoi? 48 heures à peu près, une semaine avec Israël? Comment? Vous faites un embargo immédiat sur tout. Comment? Super simple. Vous prenez tous les papiers depuis 2022 qui ont été signés par l'Union européenne. Quand il y a marqué Russie, vous barrez, vous mettez Israël. C'est-à-dire que vous leur piquez l'argent de la Banque centrale, vous interdisez toute importation, toute livraison. Vous disiez que les sanctions ne marchaient pas et qu'elles se retournaient contre les... Et je vous ai dit quoi exactement? Quels sont les cas où ça peut marcher? Avec des petits pays. Quand le pays est tout petit.
Les types, ils sont 5 millions. Hein. Enfin, je dirais, c'est... D'accord, c'est à peu près la moitié de l'Île-de-France, hein, une grosse agglomération de Marseille. C'est un peu la Suisse, un peu moins d'ailleurs. Non, mais enfin, s'ils vont s'arrêter très très vite, hein. Je veux dire, s'ils ont du sable quand même là-bas, essentiellement, eux aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'ils font à Gaza, vous le faites un petit peu plus haut, en englobant grand Israël, vous arrêtez très vite le conflit. Vous voyez très bien, leur économie, elle s'écroule très très vite. Et donc, on aurait le moyen, si on voulait, d'arrêter ce conflit très facilement. Bon, on ne le veut pas. Alors après, on peut discuter, il faut pas. Moi, je ne suis pas donneur de leçons, je regarde, mais j'essaie juste de trouver les petits problèmes de cohérence. J'entends des gens qui me disent qu'on a des valeurs, puis après j'entends des gens qui me disent qu'il faut respecter le droit international. Mais je regarde et puis on ne le fait pas. C'est étonnant. Bon, il y a d'autres pays, ils ne le font pas non plus, mais au moins, ils ne disent pas qu'ils le font. Et puis, ils ne viennent pas nous embêter en nous donnant des leçons, en fait. C'est pour ça qu'on se fait détester par maintenant 7 milliards d'êtres humains sur la planète. En parlant de cohérence, comment vous jugez le rationnel finalement quand même de l'État israélien? Est-ce qu'il y en a un? Et finalement, quelle est la nature de ce gouvernement selon vous? C'est un gouvernement fanatique et dangereux, oui, bien sûr. C'est un gouvernement qui, hélas, probablement représente assez bien ce que devient la société israélienne, comme plusieurs chercheurs l'ont dit. Alors là, je peux refaire une deuxième page de publicité, mais regardez l'interview d'élucide de Sylvain Sipel. Et encore plus, lisez son livre « Israël contre les Juifs ». C'est un des livres, moi, les plus forts que j'ai lus depuis plusieurs années, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas un livre qui vous parle d'histoire du conflit israélo-palestinien. Ça, il y en a, machin, on regarde. C'est vraiment une incroyable étude de la société israélienne. Et vous voyez à quel point elle dérape complètement, rongée par le colonialisme. Dont Aimé Césaire disait à raison que ça détruit une société. Évidemment, ça détruit le colonisé, ça détruit aussi le colonisateur. Mais eux, ils vont encore beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, avec ce gouvernement. Et c'est vrai que d'un côté, ce qui est triste là-dedans, c'est que vous vous rendez compte que Netanyahou, c'est pas juste un accident, en fait, que finalement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était toujours là, après l'échec du 7 octobre. C'est ce que je vous disais, oui, vous échouez lamentablement. Puis c'est pas qu'il échoue à protéger son pays. Je vous rappelle qu'il y a des articles dans le Haaretz qui montrent, qui documentent le fait que Netanyahou a insisté pour que le Qatar finance le Hamas. Il a œuvré pour que le Hamas existe. Je veux dire, il n'y a eu aucun problème à dire qu'évidemment le 7 octobre c'est du terrorisme, si vous voulez, pas de souci, quoi, il y a des crimes de guerre, hein, tout ce que vous voulez. Mais finalement c'est du terrorisme. Qui finance ce terrorisme et qui a financé ce terrorisme? Bah oui, il y a Netanyahou en bonne partie. C'est rigolo quand même. Il y a toujours pas d'enquête officielle. Tant que la guerre est là, ils ne font pas le détail. Les familles gueulent parce qu'elles ne comprennent pas dans le détail ce qui s'est passé exactement quand leurs proches ont été assassinés. Ils cherchent à comprendre. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Et ce pays est vraiment tristement à la dérive. Et quand vous regardez, vous allumez la télé, on vous explique qu'il n'y a pas de problème, que tout va très bien. C'est ça. C'est vrai que 300 morts aujourd'hui au Liban. C'est des Arabes, mais enfin bon, quand même, quoi. C'est juste dingue, quoi. C'est juste... C'est 2 fois les attentats terroristes de 2015 chez nous qu'il y a eu aujourd'hui. Aujourd'hui, comme ça, vous pouvez envoyer des bombes. Et on ne fait rien, quoi. Et c'est triste. Et je pense que c'est aussi inquiétant pour l'avenir. Il y a une phrase très forte dans le bouquin de Sipel aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui est d'un universitaire américain, mais qui dit qu'il faut faire très attention parce que l'israélisation des forces de police et des forces de sécurité, voire des gouvernements chez nous prépare, nous, citoyens, à être les futurs Palestiniens dans notre pays. Et si vous regardez pourquoi autant de gens, finalement, très durs, très violents historiquement, qui viennent des courants politiques très peu démocratiques de l'histoire, se précipitent tous en Israël, vraiment la terre promise, vous comprenez qu'il y a quelque chose là-dedans en termes de façon de mater les populations, de détruire la démocratie, qui est un sacré exemple pour ces gens-là. Oui. C'est vrai qu'ils sont très en avance aussi sur les technologies de surveillance. Ça fait partie, il y a tout un chapitre là-dedans, sur le bouquin de Sipel aussi, qui montre qu'Israël se sert de ses capacités finalement à espionner n'importe qui, pour vendre ces technologies à des gouvernements qui vont leur permettre d'espionner secrètement leurs opposants, etc., ce qu'ils ne peuvent pas faire avec forcément facilement les structures officielles de l'État
même de leur État quand ils sont au pouvoir, quand ils sont encore un peu démocratiques, et que ça fait partie un peu du gros deal avec Israël d'avoir ces technologies, comment ça s'appelle, c'est ça, Pegasus, pour espionner les gens. Donc, il y a tout un complexe comme ça. Et là, pour le coup, tiens, je vais rejoindre un peu Chapoutot, fascistoïde, qui est très inquiétant. Mais vous regardez effectivement tous ces gens très bizarres, très violents, qui vont en pèlerinage là-bas. Vous dites, bizarre, ça n'a pas semblé que c'était vraiment des humanistes à ce point-là en général, quoi. Vous parlez de l'israélisation de la police, hein, par exemple en France. Est-ce que c'est de par les méthodes ou c'est un mode de pensée? Il y a un peu les deux. Mais regardez la facilité avec laquelle on s'est mis à éborgner des gilets jaunes chez nous. Macron, le libéral, le progressiste. Il est jeune, il est sympa, c'est grave, c'est le centre au moins, c'est pas les extrêmes. Hein. Attends, on éborgne, il y a des Français. Et on éborgne parce qu'on tire sur des Français qui manifestent avec des armes de guerre, où on est quand même, pas condamné, mais en tout cas pointé du doigt par l'ONU, par toutes les ONG internationales des droits de l'homme, qui finalement doivent créer un spécialiste de la France maintenant, comme ils sont le spécialiste de la Syrie, comme ils sont le spécialiste de la Russie. Il faut un mec en France pour voir toutes les attaques contre les droits de l'homme en France. Et aujourd'hui, moi je connais plein de gens qui me disent, moi je ne vais pas manifester, j'ai peur. On n'est pas à l'abri de se prendre une arme. C'est pas un éborgné, c'est pas deux éborgnés, hein, c'était quoi, 20, 25. Ça, c'est des images qui n'existent pratiquement pas ailleurs. Hein. Vous ne voyez pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, les gens se font taper dessus, se font mettre en prison. Ok, mais éborgnés, parce qu'on leur tire avec des armes de guerre dessus, il y a très peu de pays qui font ça. En Israël. Est-ce que vous avez étudié les réseaux évangéliques aux États-Unis, le lobby évangélique sur la politique américaine et son influence sur la position de la politique étrangère américaine en regard d'Israël? Ah non, bon, j'en suis pas un spécialiste. Oui, j'ai un peu vu ça. Donc, je trouve ça quand même assez énorme de voir des évangélistes qui soutiennent les Israéliens. Puis vous comprenez d'ailleurs que s'ils le font, c'est juste parce qu'ils se disent on attend que le Messie revienne, comme ça ils seront plus juifs. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même des soutiens. Ça, c'est une blague, quoi. Ça paraît sorti du Gorafi, cette histoire-là. Mais pourtant, c'est la réalité. Hein, oui, bien sûr que c'est la réalité. Mais ça, entre fanatiques, les fanatiques se trouvent toujours, hein, finalement. Ce qui est important, c'est d'être fanatique. C'est pas le Dieu auquel on croit. Est-ce qu'on parle un peu d'économie? Ce serait bien. Parce que c'est effectivement un de vos sujets de prédilection. Alors effectivement, pour parler de l'Europe en particulier, les temps sont un peu moroses, n'est-ce pas, avec de l'inflation, avec comment finalement, quel est votre regard un peu global sur l'état actuel de l'économie? Morose. C'est-à-dire qu'on a une économie européenne qui est dopée à triple dose et en étant super dopé, c'est-à-dire il faut à peu près 25 secondes au 100 mètres. Vous voyez, c'est le dopage, c'est plus ce que c'était, quoi. Quand vous parlez de dopage, c'est quoi? C'est de la planche à billets? Oui, en tout cas c'est le déficit public d'abord, parce que c'est ça qui est très important. Vous n'avez pas ça en Suisse, là, vous êtes gens sérieux. Mais nous, on a Bruno Le Maire. Mais bientôt, on va vous le prêter, vous allez voir, c'est très très drôle. Il arrive à Lausanne, oui. S'il vous dit qu'il veut toucher aux finances publiques, vous dites non, moi je vous conseille. Hein. Après, faites ce que vous voulez. Moi je répète, faites pas de propagande, hein, testez, mais je vous déconseille fortement quand même. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on dépense. On a en France 150 milliards de déficit pour 3000 de PIB, à peu près. Plus de 300 de recettes publiques quand même. Oui, c'est 300 de recettes, à peu près 450 de dépenses. Waouh. C'est bien géré ce pays-là. Et quand vous faites ça, vous avez donc une croissance de 0,2, 0,3 par trimestre. Donc c'est quand même assez phénoménal. Donc on a cette... on est en train d'assister... je pense, au début de la révélation des vraies conséquences du néolibéralisme qui sont en train d'apparaître. C'est qu'on a pris ce tournant. On a été leader en France grâce aux socialistes français, et ça, pour le néolibéralisme, ils sont vraiment champions, qui ont commencé par s'attaquer à toute la régulation bancaire, financière, etc. au milieu des années 80. Sous Mitterrand. Sous Mitterrand, oui, tout à fait. Et ouais, on a dérégulé le système. On était les premiers à déréguler les banques en France. Hein. On a vraiment battu les Américains, les Anglais, ils nous ont copiés. Après, non, mais ça, on peut... Ouais, pour n'importe quoi, ça a vraiment été très, très bien. C'est français. À
après avoir commencé à déréguler ces parties relativement périphériques, après tout, c'est vrai que en soi, à très court terme, c'est pas très grave. C'est à long terme que ça devient grave. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose quand vous dérégulez les banques. Elles n'ont pas fait faillite non plus en 15 jours. Mais évidemment, après, le néolibéralisme a continué à se développer dans les années 90, 2000. Et puis après, on a commencé à attaquer un peu plus les choses sérieuses, c'est-à-dire déréguler les contrats de travail, les protections sociales, etc. etc. Bon, à un niveau relativement encore, malgré tout, mesuré en France par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Enfin, c'est un mouvement qui a été très problématique socialement et donc qui pose des problèmes aussi en termes de pouvoir d'achat, en termes de capacité à faire tourner l'économie. Donc ça, c'est un problème, je dirais, qui est structurel, mais qui pourrait concerner beaucoup de pays frappés par le néolibéralisme en Occident. Mais simplement, comme c'était un peu trop facile, les types se sont dit, tiens, on a une bonne idée si on faisait une monnaie unique aussi. Alors ça... L'euro. Ah oui, et oui, c'est ça. Ce que, normalement, à peu près tout économiste sérieux, en dehors de l'Europe, a dit, mais vous vous droguez ou quoi là, c'est n'importe quoi, votre truc. Et pourquoi exactement? Ah, pourquoi? Ah, parce que, toujours dans la partie théâtrale, les types se sont dit... fondamentalement, ils ont fait ça pour des raisons politiques, et pas pour des raisons économiques. C'est ballot, parce qu'on parle de la monnaie, quand même. Parce qu'ils se sont dit... de toute façon, je crois même que c'est Jacques Attali qui explique ça très bien. En faisant ça, ça va créer plein de problèmes, et donc les grouillots ils seront bien obligés de faire notre rêve, c'est autrement dit les États-Unis d'Europe, un seul pays, et puis voilà, on n'en parle plus, hop, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui remonte aux racines de la construction européenne, certes sous forte influence américaine à la base, mais enfin il y a aussi ce sentiment-là qui existait depuis longtemps, sur lequel je ne jette pas trop de cailloux, sur les types qui, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont dit, bon, les guerres entre pays, là, c'est pas terrible, le mieux pour qu'il n'y ait plus de guerre entre pays, le mieux c'est qu'il n'y ait plus de pays, hein. On va en faire qu'un. Bon, d'accord, ok, j'ai pas de souci, on sort d'une période difficile, mais on peut penser qu'une fois que le niveau d'ébriété a un peu retombé, on devrait se dire, non, quand même, c'est hélas pas trop possible, parce qu'il y a des différences entre pays, entre populations, entre peuples, entre cultures, entre économies, entre tout ce que vous voulez, qui fait que non, c'est peut-être pas la bonne idée de faire un seul pays. Ceci étant, il y a sans doute plein de choses à faire pour qu'il n'y ait plus de guerre et qu'on ait des bonnes coopérations, etc. etc. Mais bref, pour en venir à leur rêve, effectivement, si vous faites une monnaie unique, ce truc génère des problèmes, et ces problèmes ne peuvent se conclure que par soit l'éclatement de la zone, ce qui se passe à peu près tout le temps sur des zones monétaires dans ce genre de cas entre pays différents, soit en effet par le rêve de faire un seul pays, et ça à mon avis c'est pas pour demain, pour des raisons assez évidentes. Et donc ce serait plutôt l'implosion? Oui, bien sûr, bon, ça finira probablement comme ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que quand vous faites... c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que quand vous faites une monnaie unique, de prime abord, c'est vachement sympa. C'est vachement pratique. Vous pouvez aller en Allemagne, en Belgique, tiens, c'est la même monnaie, j'ai plus à m'embêter avec du change. Ok, c'est essentiellement ça d'ailleurs. Le seul avantage, j'ai plus besoin de faire du change quand je vais en Belgique ou en Allemagne. Bon, ceci étant, vous me direz, c'était pas non plus une contrainte existentielle et vitale à ce point-là, sachant que 99,5% des gens ne vont quand même pas tous les 15 jours en Allemagne. Et oui, bon, ça a économisé 15 € de frais de change peut-être sur 10 ans. Ok, d'accord. Inconvénient, il y en a des petits inconvénients, c'est que la monnaie, c'est un stabilisateur normalement automatique des économies. Prenons la France et l'Allemagne, puisque c'est ce qui s'est passé. C'est très drôle, quand on crée le nouveau franc en 58, ça vaut à peu près 1 mark. Peut-être même d'ailleurs exactement 1 mark, je ne sais plus, mais en tout cas la valeur, c'est à peu près la même chose. Quand on passe à l'euro, donc années 90, donc une trentaine d'années après, c'est quand même de 1 à 3 le rapport. C'est le gros succès du franc, qui correspond aussi en bonne partie d'ailleurs aux écarts d'inflation qu'il y a eu dans la zone. Mais enfin, on voit que, étonnamment, le mark avait tendance à se renchérir et le franc à dépérir. Et ça marche de façon relativement automatique. Quand vous liez tout très fortement en disant c'est la même chose. Les phénomènes à l'œuvre qui faisaient cet écart, ils existent toujours. Et ça, d'ailleurs, on vient de le voir. On a eu une inflation carabinée dans la zone euro, avec des écarts, j'ai regardé ça un peu plus tard que ce week-end, il y a 30 points d'écart entre l'inflation la plus basse dans la zone euro et l'inflation la plus haute. Il y a 30 points
à peu près 10% et 40% l'écart. Ça a fluctué, la crise inflationniste depuis 2021, dans cette zone-là. Vous imaginez l'écart de compétitivité que ça fait? C'est-à-dire que vous avez la même zone, c'est des coins, les prix, ils font plus 40, là, ils font plus 10. Waouh! Gros problème, en fait. Donc, ça, c'est les prix de consommation, mais c'est donc aussi les prix, les salaires, les choses comme ça. Vous déséquilibrez toute la zone, c'est complètement délirant, ce truc-là. Et donc, c'est ce genre d'effet qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire que la monnaie, il faut bien voir que c'est comme une paire de chaussures, quoi. C'est adapté au pied de l'économie. Donc il y a des grosses économies, des petites économies, donc il y a des grosses chaussures, des petites chaussures, mais il y a des monnaies fortes et des monnaies pas fortes. L'Allemagne a une économie qui fait que elle est censée avoir une monnaie forte. La France est censée avoir une monnaie moyenne, l'Italie est censée avoir une monnaie faible comme la Grèce. Les types se sont quand même dit, on a des génies, on dit comme on veut faire l'union, on va mettre tous la même paire de chaussures. Bon, pourquoi pas si c'était les mêmes couleurs, mais non, c'est la même pointure, c'est 41 pour tout le monde, parce qu'on a bien regardé, c'est la moyenne. Ouais, mais comment te dire, c'est sûr que les Allemands, ils font du 38, donc le 41, ils dansent un peu, mais enfin quand même le grec qui faisait du 46, quand tu mets du 41, il a très très mal en fait. Et là, on est dans cette situation-là où on a donc le grec qui pleure par terre, l'italien qui va pas fort aussi avec son petit 43, puis vous les voyez, vous dites mais enlève la chaussure, c'est pour ça que tu as mal en fait. Et les types, ils gardent leur chaussure qui fait 2, 3, 4 pointures de moins que son pied. Pourquoi? Parce qu'on dit parce que c'est l'Europe. C'est complètement délirant. La monnaie, c'est fait pour faire marcher harmonieusement les économies. C'est pas fait pour faire des symboles politiques. Si vous voulez faire des symboles politiques, j'en sais rien moi. Essayez de faire. Si vous y arrivez, je sais pas moi, des programmes scolaires communs. Essayez de faire des trucs communs. Faites des fêtes de l'Europe. Embrassez-vous. Mais enfin, jouez pas à ça tout de suite parce que ça pose d'énormes problèmes. Et ça, c'était au bénéfice de l'Allemagne? Au final, forcément, oui, bien sûr que l'Allemagne en a énormément bénéficié. Pourquoi? Parce que quand vous avez la France et l'Allemagne, je répète, avec leur économie forte et leur économie faible, qu'est-ce qui se passe? Au début, quand ils ont eu, je reprends mon exemple, de 1 franc égale 1 mark. Puis au fur et à mesure, on voyait que les monnaies ont tendance à se dévaluer. Pourquoi elles se dévaluent? Un peu pour l'inflation, mais peut-être aussi parce que l'Allemagne fait beaucoup d'excédents, donc ça renforce sa monnaie. Dû à son industrie, etc. Dû à son industrie, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le mark augmente, et puis le franc diminue. Mais quand vous êtes étranger et que vous regardez, à partir du moment où le mark a monté et le franc a baissé, si vous êtes un Chinois, tout d'un coup, ça veut dire que les produits français, ils sont moins chers. Et que les produits allemands, la BM, elle coûte plus cher puisque sa monnaie, elle augmente à l'Allemagne. Donc plus ça va, l'exemple est un petit peu fictif et limité, j'entends bien, mais il arrive un moment où, de toute façon, c'était de 1 à 3, c'est-à-dire que la BM, elle est jolie, mais vous avez quand même une très belle Peugeot qui fait 3 fois moins cher. Si elle est belle la Peugeot. Si vous... ok, pas comme la BM. Peut-être avec les trucs, vous mettez les jantes en alliage, ça peut peut-être le faire. Et donc, spontanément, vous allez dire, non, j'achète plus de BM quand même. Bon, ok, tant pis, c'est quand même 3 fois moins cher la Peugeot. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acheter moins de BM, donc l'Allemagne va moins exporter et la France va plus exporter. Donc, l'excédent de l'Allemagne, plus sa monnaie monte, évidemment, plus les produits sont chers, donc plus son excédent va avoir tendance à se réduire. La France, plus sa monnaie baisse, plus ses prix à l'exportation baissent, donc plus elle vend, c'est-à-dire plus le déséquilibre se réduit, et donc au final, sa monnaie remonte. Vous voyez, vous avez une espèce de stabilisateur qui fait que c'est censé, bien sûr avec des limites, mais enfin, vous avez quelque chose d'assez sain dans ce système. À partir du moment où vous mettez la même monnaie, qu'est-ce qui se passe? C'est vachement bien, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le même rapport entre la BM et la voiture française. Donc, c'est-à-dire que jamais vous n'aurez cet effet vous l'aurez si l'euro monte, comme vous avez des écarts aussi que l'Italie va très mal, l'euro il ne monte pas tant que ça. Donc vous voyez bien que vous avez figé les économies, c'est-à-dire que vous avez une Allemagne qui se met à produire, à avoir des excédents, et elle n'a plus de sanctions directes. La sanction avant, c'était la monnaie augmente, donc mes produits sont plus chers, donc j'arrête d'en vendre. Comme vous avez une monnaie qui est unique, la monnaie ne change plus, et donc vous n'avez plus ce phénomène. Donc l'Allemagne, elle peut faire des excédents sans arrêt, et puis il se passe de prime abord rien. Puis la France, elle fait des déficits, et ça alors c'est Bruno Le Maire aussi, gros succès, et on dirait qu'il ne se passe rien. Donc on dit, finalement, on a résolu le problème. En fait, vous n'avez pas du tout résolu le problème. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces déséquilibres finissent par, 1, poser des gros problèmes au système bancaire, et 2, posent des problèmes aussi de compétitivité au niveau salarial, puisque vous n'arrivez plus à être compétitif. Et pour être compétitif entre la France et l'Allemagne, ça veut dire in fine qu'il faudrait moins payer les Français, et en théorie plus payer les Allemands. C'est ce qui se passe. Donc vous avez ici des conséquences qui sont extrêmement lourdes. Et on en arrive
excusez-moi, j'espère que je ne suis pas trop long, mais on en arrive à cette chose qui est absolument charmante. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, donc, et je répète, c'est ce que tous les économistes qui s'y connaissent en monnaie à l'international disaient, mais faites pas ça, ça ne va pas marcher, vous allez créer des grosses divergences dans la zone. Autrement dit, les zones qui sont compétitives vont l'être de plus en plus, les zones qui ne sont pas compétitives, comme la Grèce, comme le sud de l'Espagne, comme l'Italie, vont souffrir de plus en plus. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, votre truc, ça ne va pas durer très longtemps. En tout cas, ça durera jusqu'au moment où vous en aurez marre de faire souffrir vos populations. Bon, je trouve qu'on a des dirigeants qui n'en ont pas marre de faire souffrir les populations. Ça, c'est l'avantage pour l'euro, c'est le désavantage pour les populations. Mais il se passe autre chose aussi. C'est que comme on ne peut plus avoir ces effets monétaires sur la compétitivité entre la France et l'Allemagne, comme les Allemands, allez savoir pourquoi, ils n'ont pas envie de payer plus les Allemands et de vendre leurs produits plus chers pour évidemment satisfaire leur population mais être moins compétitifs. Évidemment, c'est l'Allemagne, donc compétitivité d'abord et puis les gens on verra après. Et nous, il se trouve que quand Macron a commencé à essayer de prendre des mesures un peu dures pour diminuer le salaire des gens, il a eu les gilets jaunes et puis il a commencé à faire le plan là en hélicoptère pour partir à Baden-Baden. Donc il s'est dit, bon ça je vais arrêter, c'est pas bon. Et c'est là qu'il a commencé à dépenser beaucoup d'argent, le monsieur. Mais pour compenser ce truc-là, autrement dit, l'euro, c'est un vrai handicap pour les entreprises françaises et un gros avantage pour les entreprises allemandes. On laisse tomber les entreprises allemandes qui ont résolu leurs problèmes finalement grâce au gaz russe. Là, maintenant, elles ne sont plus compétitives non plus, donc on détruit tout. Donc ça, c'est sûr que ça va s'arranger du côté allemand. Mais du côté français, pour que ça ne s'écroule pas, ce système, qu'on ne se retrouve pas avec 20% de chômage, eh bien, il n'y a pas eu d'autre solution pour compenser l'effet extrêmement négatif de l'euro, de subventionner les entreprises. On s'est mis à donner de plus en plus d'argent aux entreprises, évidemment pour compenser ces effets de compétitivité. Alors, il y a aussi un effet néolibéralisme pour engraisser les actionnaires, je veux bien, mais quand même, la plupart de l'argent, c'est déjà pour que les entreprises survivent en ayant ce boulet d'une monnaie pas adaptée à l'économie. Donc cet argent-là, il n'a pas été magique, il a été emprunté sur les marchés financiers sous forme de dette publique. C'est-à-dire que Macron n'a pas non plus levé des impôts pour subventionner les entreprises. Donc on a fait de la dette, et on fait de la dette pour subventionner les entreprises. C'est-à-dire que ça doit paraître bizarre pour un Suisse, mais si, je vous jure, c'est-à-dire qu'en France, l'État emprunte de l'argent pour payer le salaire des apprentis en entreprise. C'est-à-dire que vous imaginez à quel point c'est quand même un sacré investissement, que c'est un truc superbe, que ça va durer très longtemps, de payer le salaire sur de la dette publique. On en est à peu près à 200 milliards d'aides plus ou moins directes aux entreprises par an en France. On était à une cinquantaine il y a une vingtaine d'années. Donc, en fait, l'euro a posé plein de problèmes. L'État, pour compenser l'euro, fait des subventions aux entreprises. Et pour faire ça, il fait de la dette publique. Mais ça, on en arrive au moment où, quand même, Bruno Le Maire, il a fait 1000 milliards de dette publique. Et ça, Gérald Lausanne, vous allez adorer. Vous expliquer comment on fait. Il a fait des chèques pour 1000 milliards, quand même. Le type, il a encaissé sous forme de dette. Il y a eu le Covid entre deux aussi. Oui, mais le Covid a coûté à peu près 150 à 200 milliards sur les 1000. C'est pas, contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire, c'est d'ailleurs même leur déclaration, c'est pas le Covid qui a coûté la masse de cette augmentation de dette publique depuis 2017. Ouais, en tout cas, on voit qu'on arrive à la fin de ce système, puisqu'on a un tel niveau d'endettement public que les marchés financiers commencent à craindre sur la solvabilité de la France. Ils ont quand même plutôt raison. Et donc, la Commission européenne nous tombe dessus, les voisins nous tombent dessus, et aussi à raison. Donc, il y a un moment où on ne va plus pouvoir continuer à dépenser autant d'argent. Donc, ça va être un des gros enjeux, d'ailleurs, en France, du nouveau gouvernement, parce que là, on a eu un petit psychodrame pour savoir si c'était Pierre-Paul Jacques qui allait gouverner. Donc ça y est, on sait que c'est notre ami Barnier. Et puis tout le monde fait comme si maintenant il n'y a plus de soucis, alors qu'en fait, si, c'est maintenant que le souci commence, parce qu'en fait, un gouvernement, il n'a pas de majorité. Donc je ne sais pas comment il va voter des lois, ce qui est quand même normalement le but d'un gouvernement. Et le budget 2025 va être très très dur, puisqu'il va falloir commencer à réduire les fameuses dépenses dont je parlais. Il se trouve que tout ce qui n'était pas des aides néolibérales, autrement dit ce qui va servir à faire tourner l'éducation, la justice, la police, les hôpitaux, bon, on a déjà raclé l'os. On va bientôt être à un niveau quand même de tiers-mondisation avancé en France. Donc il va falloir qu'ils se mettent à réduire forcément toutes leurs dépenses et soutiens aux entreprises, ce qui va poser des graves problèmes de compétitivité, des graves problèmes à l'économie, ce qui va diminuer la croissance, ce qui va sans doute augmenter le chômage et créer différents troubles sociaux, pour peu qu'il soit même possible d'arriver à essayer de réduire le déficit. Quand vous faites ce genre de mesures, en fait, vous augmentez aussi le déficit par d'autres raisons. Évidemment, l'économie boucle. Donc,
En tout cas, on ne va plus pouvoir continuer à faire ce qu'on faisait depuis lors pour soutenir les entreprises, pour soutenir l'euro. Donc il va falloir, je ne sais pas si c'est dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, hein, c'est coriace, ces erreurs économiques majeures, mais où se posera la question de la survie de l'euro. Et à ce moment-là, effectivement, les gouvernements décideront, en tout cas au moins une partie d'entre eux, et sans doute les Allemands, de quitter ce navire qui fait naufrage. Et ça restera vraiment comme l'erreur majeure probable de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est cette idée, tiens, on a plein de pays, on va essayer de faire une monnaie unique alors qu'on n'a pas un gouvernement unique, on n'a pas un trésor unique, qu'on n'a pas des systèmes de retraite et de financement uniques. J'ai envie de dire, regardez, est-ce qu'il est venu à l'idée au Canada de faire une monnaie unique avec les États-Unis, alors qu'ils sont autrement plus proches que ce qu'on va être entre la Grèce quand même et l'Allemagne, me semble-t-il. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas marcher, ça crée forcément ce genre de troubles, et c'est pour ça qu'il y a des dizaines et des dizaines d'unions monétaires entre pays ont échoué dans l'histoire. Et il est peut-être aussi assez piquant de voir que dans ce processus de réduction des dépenses, on mandate des cabinets de conseil qui sont rémunérés extrêmement cher pour faire ces plans, justement. Est-ce que là, il n'y a pas un petit paradoxe aussi? Un paradoxe de? Disons, problème de logique, quoi. Bon, c'est pas des points de logique, c'est des points de corruption, c'est pas tout à fait la même chose. Il est sûr que d'un côté, il y a un problème de compétence au niveau du personnel politique, ça paraît assez évident pour plein de raisons, mais la majeure étant sans doute liée aussi à l'Union européenne, hein, j'y reviens, mais aujourd'hui être ministre en France, vous n'avez plus de pouvoir en fait. Votre pouvoir va être de faire des tweets. Pour ça d'ailleurs qu'on nomme des gens complètement inconnus. Et je regardais les nouveaux qui sont nommés, jamais entendu parler, et puis quand on regarde, tiens, Marcin Tartampion remplace Marcin Tartampion, qui était donc le ministre précédent, je n'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas qu'il existait, c'est pour vous dire quand même où on est arrivé. Mais comme il n'y a plus de pouvoir, les gens compétents n'ont pas non plus envie de faire de la politique, puisque finalement, vous ne pouvez rien changer, vous ne servez à rien, en fait. C'est très très peu satisfaisant, il faut juste être attiré par l'appât du gain que vous ne pouvez pas avoir dans le privé, parce qu'évidemment, ces gens n'ont pas les compétences pour aller gagner 15 000 € dans le privé, pour la plupart. Hein. Et surtout pour n'avoir aucune utilité, pour ne pas défendre l'intérêt général, etc., etc. Donc ça crée ce phénomène de délitement du pouvoir. D'ailleurs, on ne sait même plus où il est. Je dis un peu facilement l'Union européenne parce qu'elle en est un peu une des causes, mais c'est quoi l'Union européenne? Vous ne savez pas trop, entre les chefs de gouvernement, entre une espèce de parlement complètement illuminé, puisqu'en fait, tous les blaireaux dont on ne veut plus en France, nous, on va les mettre au Parlement européen, ce que ne font pas quand même d'autres pays qui ont quand même des gens compétents, parce que c'est quand même important ce qui se passe là-bas. Vous avez des gens qui sont en roue libre complètement à Bruxelles. Peut-être que le vrai pouvoir, c'est BlackRock, c'est les fonds d'investissement, c'est... Je pense qu'il n'y a plus de vrai pouvoir, en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça aussi qu'on a des problèmes, parce que oui, tout est éclaté. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un pouvoir, mais oui, c'est un pouvoir. Et puis il y aura le pouvoir d'autres fonds d'investissement. Et puis McKinsey, c'est un pouvoir, puisque vous allez influer. Et puis le MEDEF, c'est un pouvoir. Mais voilà, c'est un pouvoir parmi beaucoup d'autres. Et donc, c'est plus vraiment des pouvoirs, c'est des espèces d'influenceurs Instagram, en fait, ces gens-là, finalement, qui jouent leur partition, mais il n'y a rien de coordonné. Parce que si à la rigueur, c'était le plan du MEDEF qui gagnait tout le temps, il y aurait plein de problèmes, ce serait le plan du MEDEF, ce serait cohérent. Mais non, pour les subventions d'entreprise, c'est le plan du MEDEF, mais pour le chômage, c'est le plan de je ne sais pas qui, pour les retraites des Français, ce sera le plan McKinsey, pour la santé, ce sera le plan des labos pharmaceutiques. Oui, mais tout ça, ça ne marche plus, en fait. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes, mais qui sont assez étranges de voir une espèce de délitement sous nos yeux et sans réaction, en fait, où la population est un peu apathique. Là, en France, on se fait voler un peu des élections, mais ça ne pose pas trop de problèmes. D'ailleurs, pour son rejet, il n'y a pas de manif. Donc, il y a un peu le contre-coup des Gilets jaunes qui se sont fait éborgner, quand même, peut-être. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça, ça fait longtemps qu'on a quitté non pas les rives de la démocratie, parce qu'on n'a pas vraiment de démocratie en France. En Suisse, vous en avez un petit peu, en fait. C'est un des rares exemples où quand même vous arrivez à décider collectivement vraiment de choses. On a vu d'ailleurs, si j'ai bien suivi, avec la réforme des retraites, là, chez vous. Et nous, c'est pas ça qui se passe, en fait. Nous, même quand il y a 99% des Français n'en veulent pas, on l'a quand même. C'est oui, elle a été refusée là récemment. Ouais. 2.0.
C'est-à-dire que, oui, ce qui est intéressant, c'est chez vous, il y a une réforme des retraites et en fait, le peuple l'a refusé, quoi. Alors que chez nous, il y a eu une réforme des retraites que le peuple a refusée, mais le gouvernement a refusé le peuple. Vous voyez, donc c'est pas grave, on l'a quand même. C'est beaucoup plus simple. Vous avez déjà fait ça, d'ailleurs. En 2005, d'ailleurs, peut-être là, le vrai basculement, dont je parlais tout à l'heure, j'ai dit 2010, peut-être que 2005, quand le référendum en France, on a dit non, on ne voulait pas d'aller encore plus loin dans l'Union européenne, qu'on a refusé la Constitution européenne et qu'on l'a quand même eu sous une forme à peine light, ça montrait déjà qu'on avait quitté les rives de la, au moins, démocratie représentative. Et pour les citoyens, justement, qui sont un peu dans cette situation où c'est difficile de joindre les deux bouts, qu'est-ce que vous leur diriez? Déjà, je peux hélas compatir, hein, parce que c'est des situations qui sont souvent dramatiques. On voit que la pauvreté, évidemment, a beaucoup augmenté aussi ces dernières années, ce qui montre que la soi-disant amélioration du chômage en France était sans doute très bizarre, en fait, puisque, oui, effectivement, il y a une amélioration de l'emploi, mais il n'y a pas vraiment d'amélioration de la vie des gens, donc on voit que on voit qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Après, ce qui est important aussi, c'est de ne plus regarder les chaînes prétendument d'information. Pour étape suivante, arriver à mieux s'informer, mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, savoir aussi se mobiliser pour aller défendre ses droits. Parce que ce qui se passe, c'est aussi les conséquences de la perte de poids des syndicats, de la perte de volonté de se battre, mais c'est normal parce que historiquement, quand vous faisiez des grèves non pas à usage d'entreprise, mais plutôt national, donc pour influer sur le gouvernement, vous étiez en capacité d'influer sur le gouvernement. Mais aujourd'hui, bien parce que vous avez ces mécanismes dont je viens de parler, de dilution du pouvoir, en particulier à des échelons supérieurs, mais dont on ne sait pas trop où, dire que même le gouvernement ne peut, quand même, il voudrait écouter ou donner du grain à moudre au peuple, ce qui n'est pas le cas, mais enfin, s'il voulait le faire, il aurait des grosses difficultés avec l'Union européenne, puisqu'il y a des règles, puisqu'il y a des principes de politique économique, puisqu'il n'a plus tous les cordons de la bourse. Mais après tout, c'est peut-être la conséquence du point aussi dont je parle, qui est qu'on a des dirigeants qui n'en ont plus rien à faire, en fait, de ce que ressent le peuple, des désirs du peuple. C'est des gens qui ont vraiment abandonné l'idée même de démocratie. C'est un autoritarisme qui se manifeste de plus en plus. C'est assez flippant de voir ça en France. En quelques années, comment un pays vraiment bascule déjà d'une démocratie représentative social-démocrate gentillette à un truc déjà beaucoup plus autoritaire, avec des dégueulasseries permanentes, d'un pouvoir politique et d'une classe politique qui est vraiment méprisable, mais je dirais même pas politiquement, ne serait-ce que humainement. Vous avez des gens qui sont des gens abjects, en fait. Et c'est très étonnant, parce que moi je connais, par exemple, parce que évidemment, si je parle un peu de la partie un peu macroniste, j'en connais plein des macronistes, des gens qui votent pour les macronistes, qui sont des cadres, qui sont des gens comme ça, mais enfin, ce sont des gens normaux. On pourrait dire, ok, ils sont un peu dans leur tête avec l'Union européenne, machin, ok, mais ce ne sont pas des gens abjects. Mais des gens, comme on voit, qui finissent députés, ils sont capables de mentir tous les 4 matins, de faire n'importe quoi, de traiter, enfin, de raconter n'importe quoi auprès de leurs adversaires politiques. C'est des gens, en plus, qui se gargarisent sans arrêt des valeurs dont on n'a jamais la liste. C'est triste. Il y a cet élément de langage, on défend les valeurs de la République, les valeurs occidentales. Moi, je n'en ai jamais la liste. J'aimerais bien la voir pour regarder, point par point, parce qu'il y aurait déjà beaucoup à dire. Mais qui se disent, soi-disant, attachés à l'histoire, nos pratiques, mais quand vous regardez, qui sont dans un mépris des pratiques, mépris de l'autre, et ce sont des gens qui sont... il faut vraiment aller les chercher. Je veux dire, c'est Macron en particulier, je veux dire, au-delà d'une enveloppe néolibérale qu'on trouve dans d'autres pays, a sans doute, oui, bien eu cette influence sur la classe politique française, qui est un vrai problème, de trouver ce genre de profil, de les mettre en place et de faire en sorte qu'ils soient là pour longtemps, quoi. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet aussi, d'inquiétude. Olivier Berruyer, nous arrivons gentiment au terme de notre entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités, donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter.
Qu'est-ce que je peux ajouter? Moi, j'ai un point, parce que je l'ai cité rapidement, mais même si je le fais souvent, mais c'est quelqu'un qui a été très important, je pense, dans ma construction, dans mon éveil un peu politique. C'est Noam Chomsky. Voilà, je voudrais aussi lui rendre un hommage par tous ses travaux. C'est à la base un des grands génies de la linguistique internationale, mais il est surtout connu pour ses engagements, d'une part déjà de façon large pour la démocratie, pour le respect de règles internationales, pour avoir un gouvernement respectable, comme il dit. S'est beaucoup battu contre la guerre du Vietnam, déjà à l'époque, et contre la politique internationale des États-Unis. Et il a beaucoup travaillé sur les médias, sur la fabrication du consentement, sur comment on utilise en démocratie la propagande pour faire en sorte que la population obéisse, disant que la propagande est aux démocraties, ce que la matraque est aux dictatures. Il y a peu de propagande dans une dictature, en fait. On vous tape dessus, c'est pas la peine d'essayer de vous convaincre. Hein. Plus subtil quand même en Occident, même si là aussi la propagande se dégrade et devient de plus en plus bête chez nous et visible, ce qui déplaît aux gens. Donc voilà, moi je conseille vraiment d'aller découvrir Chomsky si on l'a pas lu, surtout que ça fait 2 ans qu'il a eu des gros problèmes de santé, donc il ne donne plus de ses nouvelles, hein, sachant qu'il est vraiment très âgé, mais qui est encore parmi nous, donc voilà, j'aimerais qu'on ne l'oublie pas. Et si ça vous intéresse, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure quand vous me parliez des Lucides, mais dans les Lucides, on a aussi une bibliothèque d'autodéfense intellectuelle. C'est quelque chose que j'ai vraiment voulu faire. C'est-à-dire que tous les vendredis, on vous fait une synthèse très détaillée d'ouvrages vraiment importants, dont souvent vous n'allez pas trop entendre parler dans les grands médias. Donc on a fait plusieurs livres de Chomsky comme ça, donc vous les découvrirez sur les Lucides avec plein d'autres ouvrages qui sont aussi très importants pour avoir les armes pour reprendre un peu le contrôle de sa vie, quoi. Olivier Berruyer, merci pour cet entretien. Merci.